Maintenant, c'est vrai qu'on dit « Ah ouais, mais du coup, ton sport, il est vraiment physique et tout », alors qu'il y a 5 ans en arrière, on me disait hey, « Vas-y, retourne nettoyer ton appart ». Là, on a vu pendant les Jeux Olympiques une hype absolument gigantesque par rapport à notre sport. Je crois qu'on est un petit peu le sport poubelle. Tous les dirigeants, tous les bons entraîneurs, tous les bons athlètes, ils savent que c'est par des défaites qu'on revient plus fort. Je pense qu'on avait une bonne préparation et puis on méritait clairement cette médaille. Donc on n'avait pas envie que quelqu'un nous la vole après une demi-finale fâcheuse. Un Lausannois qui a rapporté une médaille pour Genève, faut pas oublier ça non plus. C'est clair, c'est très vrai. Et on a fait une sacrée bringue à la maison suisse et ça a bien aidé. C'était la meilleure soirée de notre vie, je crois. Il y a tout le monde qui rêverait d'être dans l'équipe dans laquelle je suis. Quand ça ira moins, je regarderai cette boîte violette et je me dirai bon, ok, c'est pas si grave, la vie est belle. Ciao l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes une fois plus aussi confortablement installés que nous pour ce 4e épisode déjà de Sur le Canap'. Après Bart Constantin, Sarah Tchojaki et Rémi Bonnet, on rend aujourd'hui visite à quelqu'un qui a vécu de sacrées montagnes russes émotionnelles ces derniers jours, puisque après avoir décroché une médaille aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, qui est d'ailleurs juste là, il a été avec son équipe battu au bout du suspense en finale du championnat de Suisse de sa discipline. On est chez un as du balayage. J'ai nommé le curleur lausannois Pablo Lacha-Couchepin. Pablo, Salut. comment tu vas ? Ça va, un peu fatigué. Je suis très content de vous inviter chez moi. C'était la seule blague que j'ai préparée pour aujourd'hui, parce que pour une fois, je ne peux pas dire merci pour l'invitation. Donc ouais, c'est un plaisir de vous avoir et je me réjouis. C'est vrai, c'est nous qui te remercions. Tu parles de fatigue, je pense qu'il y a de quoi, puisque si j'ai bien compté, sur les 20 derniers jours, tu as disputé 22 matchs, donc 11 au JO et 11 au championnat de Suisse. Ouais. Pour 3 défaites, donc c'est un peu dur, mais ouais, voilà. J'ai eu le temps de dormir un petit peu, de récupérer un petit peu. Maintenant, il y a toutes les émotions qui descendent gentiment, mais sûrement. Il y a encore 2-3 caméras qui sont autour, comme aujourd'hui, donc voilà, on est encore content de surfer sur cette vague, mais ouais, c'est des moments pas faciles, mais il y a une belle médaille sur la table, là, donc on se rappelle quand même de tout ce qu'on a vécu et traversé pour arriver là, et c'est que du positif et que du bonheur. Ouais. Bah, tu parles de la médaille, tu t'y fais à cette vie de médaillé ? Bah oui, franchement, je signe tous les jours pour que ça soit comme ça tout le temps, mais je sais que ça va pas être le cas, qu'il y aura un petit contre-coup et puis il faudra bien le gérer, mais on est au courant et puis ça, c'est quelque chose dont les athlètes, dont les sportifs, surtout olympiques, parlent de plus en plus. C'est vrai que la dépression post-JO, c'est quelque chose qui était assez tabou il y a quelques années, qui l'est de moins en moins. Donc voilà, on est de mieux en mieux suivi. Moi, je pense que ça va jouer parce que je suis quand même quelqu'un qui respire la joie de vivre, qui aime bien rigoler tous les jours. Donc même s'il y aura des moments moins faciles, on va profiter. Et puis quand ça ira moins, je regarderai cette boîte violette et je me dirai bon, ok, c'est pas si grave, la vie est belle. C'est pas dégueu, ça c'est vrai. Voilà, exact. Magnifique. Pour te réexpliquer rapidement le concept quand même, on va retracer ta vie de ton enfance à aujourd'hui et surtout essayer d'en apprendre plus sur ton sport qui est malheureusement connu et méconnu à la fois. Ça va bien. Donc on va essayer de mieux comprendre tout ça, c'est bon pour toi ? Magnifique. Si je me rappelle de tout, mais je vous laisse lancer et puis on va me voir. Bon bah du coup, on va remonter un petit bout de temps, il y a 25 ans, donc tu nais le 20 octobre 2000 à Lausanne. À Morges. Morges, pardon. Presque la même chose. Comme Yann Sommer, le natif de Morges. C'est beau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance ? Ouais, une enfance calme, avec beaucoup d'énergie en moi, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que je faisais. J'ai eu beaucoup de programmes et de projets, donc j'ai fait à peu près tous les sports possibles et imaginables, en commençant par mon sport préféré, le foot. J'étais pas assez fort, donc après j'ai fait du tennis. J'étais pas assez fort, donc après j'ai fait de la course à pied. J'étais pas assez fort, donc après avoir tout essayé, j'ai finalement essayé le curling et puis ça m'a bien plu. C'était assez cool. On était tous une équipe de jeunes du même âge et je pense que c'est ça qui a aidé à ce que la mayonnaise prenne. Et puis voilà, le sport, je l'ai commencé à 8 ans, je crois. Je faisais encore du foot et du tennis à côté. Et puis quand on a gagné notre premier titre chez les juniors, les Cherry Rockers, c'est des petites pierres de 10 kilos. Donc pour les enfants, c'est trop drôle, il faut que vous regardiez des photos de ça. On était plus petits que nos balais. Et à 11 ans, on s'est dit finalement c'est quand même sympa de traverser toute la Suisse en équipe. Donc voilà, on a continué ensemble jusqu'à 20 ans. On a gagné le titre de champion suisse moins de 21 avec la même équipe. Et puis voilà, le curling a toujours un peu fait partie de ma vie. Si vous voulez me poser la question pourquoi le curling, c'est parce que mes parents en faisaient. Ils en faisaient un petit niveau, mais c'est quand même eux qui m'ont dit vas-y, c'est sympa.
il y a des bonnes valeurs dans le sport et puis je crois qu'ils avaient raison. Donc je suis assez content qu'ils m'aient apporté là-bas parce que voilà, on a fait un bon petit bout de chemin jusqu'à cette médaille et c'est un joli sport. Ouais. Ils ont eu fin nez, quoi, ouais, clairement. Ouais, je sais pas s'ils ont eu fin nez ou si c'était un peu la chance du débutant, mais en tout cas, je crois qu'ils sont assez fiers de moi et on était content de partager ces moments à Cortina qui resteront gravés dans la mémoire de tout le monde. Ouais. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu avais besoin en tant qu'enfant de te défouler? Enfin, tu étais particulièrement comment dire ça? Ouais, rempli d'énergie. Oui, bah oui, tu peux demander à mes profs à l'école et au gymnase, j'étais un peu le fouteur de merde, si on peut dire, si j'ai le droit d'être un petit peu impoli. Donc ouais, on avait beaucoup d'énergie avec mes potes et puis aussi avec mes potes de l'équipe. Donc voilà, j'avais besoin de me défouler. Je crois que j'ai choisi le sport le plus calme pour me défouler. Mais bon, j'ai dû apprendre assez vite à calmer mes nerfs parce que être une pile électrique sur une glace de curling, ça fonctionne quand on est junior, mais à un très haut niveau, ça marche plus. Donc voilà, ça m'a appris deux, trois bonnes expériences dans la vie. Ouais. Parce que donc tu l'as dit, tu es né à Morges, donc tu as grandi dans la région lausannoise, c'est ça? Ouais, j'ai grandi à Lausanne, j'ai habité à Lausanne jusqu'à 17-18 ans. Et après, mon père, qui est architecte, il avait un bureau d'architecture à Bussigny. Et il a fait, on a déménagé à côté de son bureau quand j'avais 17-18 ans, je crois. Et du coup, voilà, habité à Bussigny jusqu'à 25, et après je suis parti, et maintenant j'habite tout seul ici, donc tout va bien. Donc tu nous as un peu parlé de tes débuts en curling. Tu as commencé au Curling Club de Lausanne, un club dont tu as porté, je crois, les couleurs pendant plus de 10 ans, c'est ça? Ouais, bah, j'ai porté les couleurs du club jusqu'à ce que le club malheureusement s'éteigne par faute d'infrastructures. Donc les installations de froid, elles étaient assez vétustes, assez vieillissantes, et puis c'était à l'ammoniac. Donc voilà, en 2026, avec toutes les considérations écologiques, ça fonctionne plus trop. Et malheureusement, il n'y a plus de club à Lausanne depuis. Et puis j'ai trouvé quoi comme bonne idée? Aller chez l'ennemi genevois, donc à l'autre bout du lac, aller porter l'aigle sur le dos. Mais non, c'est le club de Genève avec le club de Lausanne, c'est les deux grands clubs de l'arc lémanique. C'est le club le plus médaillé en Suisse maintenant au niveau des Jeux Olympiques. Et puis je suis assez fier de me dire que c'est aussi grâce à moi. Donc un Lausannois qui a rapporté une médaille pour Genève, il ne faut pas oublier ça. C'est clair, c'est très vrai. Et tu te souviens de tes débuts en curling? Est-ce que la première fois que tu poses le pied sur la glace, c'est inné ou tu tombes? Non, alors je suis tombé, clairement. Et puis je me souviens très bien parce que je poussais ces fameuses petites pierres et j'avais aucun mouvement de sliding, rien du tout. Du coup, je l'ai juste poussé avec mes deux petites mains. Et puis c'était mon père et puis la personne qui s'occupait de faire la glace à Lausanne qui en fait ont redirigé la pierre une vingtaine de fois pour qu'elle arrive au milieu. Et moi, autant arrogant que fier, j'étais sûr que c'était complètement de ma faute qu'elle arrive au milieu. Donc j'étais trop content et puis peut-être que c'est pour ça que j'ai continué. Je me suis dit ouais, je suis trop fort alors qu'au final c'est juste mon père qui a galéré pour à peu près la mettre au milieu de l'autre côté. Donc voilà, mais non, c'était des très bons souvenirs et puis je me souviens que le club m'avait accueilli à bras ouverts quand j'étais très jeune et puis ça je pense c'est une grosse différence aussi parce que normalement à 7-8 ans on va pas sur la glace, c'est trop dangereux. Donc voilà, c'était cool et puis je leur en suis très reconnaissant encore aujourd'hui. Ouais. Parce que tes parents, du coup, tu disais, ils pratiquaient le curling comme loisir, ils le faisaient dans ce club-là? Ouais, je crois qu'ils ont toujours joué à Lausanne. C'est un club où au final, il y a quand même pas mal de gens qui sont passés pour essayer, en tout cas pour regarder une fois ou deux. Et puis mes parents, ils étaient là-bas, jouaient une fois par semaine. Et je me souviens pas, mais ils m'ont raconté qu'ils m'amenaient dans un sac de sport au bord des pistes et puis ils me faisaient dormir dans le sac. Et puis du coup, j'étais bercé au bruit un peu spécial des pierres. Donc peut-être que tous ces chocs et puis ce bruit spécial, c'est ça qui m'a amené là-dedans. Ça, on le saura jamais. Et malheureusement, je peux pas vous dire parce que j'étais trop petit. Magnifique. Et tu te souviens est-ce qu'il t'a fallu beaucoup de temps pour apprivoiser un peu ces chaussures de curling? Parce que d'un œil extérieur, ça paraît tellement bizarre, parce que du coup, il y en a une qui glisse et pas l'autre, ouais. C'est ça? Alors bon, c'est des chaussures vraiment spéciales. Quand tu commences, c'est vrai que généralement, t'as pas les chaussures de curling. On te met une semelle ou juste quelque chose, un scotch sur ta chaussure pour vraiment avoir tes chaussures normales. Mais par contre, j'ai une petite anecdote à ce propos. J'étais au gymnase sport-études à Picard. Il y a une ancienne athlète de sprint, Célia. Si tu nous entends, salut. Comme ça, je te regard caméra. C'est très bien. Petit regard caméra. Non, mais elle m'a dit une fois que c'était des chaussures de clown parce que je les avais dans mon sac et c'est toujours resté. Et là, pour les derniers Jeux Olympiques, le lead italien, il a mis le drapeau italien sur ses chaussures et c'était vraiment
exactement des chaussures de clown, c'était J'adore. parfait. Donc je me suis rappelé de ça et je me suis dit purée, en fait elle avait raison, je l'avais pas trop bien pris sur le moment, mais en fait c'est des vraies chaussures de clown. Mais parce que pour revenir du coup à la chaussure, tu compares un peu genre, je sais pas, moi de l'extérieur je me dis, on dirait de la trottinette, du skate, un Ouais. peu à faire, c'est un peu ça? Ouais, exact. Ben, c'est ce qu'on dit aux initiations en fait. Quand, Ok. quand on apprend le curling pour la première fois aux gens, on leur dit pensez à être sur une trottinette. Donc vous avez votre balai, un peu la troisième jambe pour l'initiation si on veut, et puis ensuite ben, on glisse avec un pied, enfin on pousse avec un pied, on glisse avec l'autre. Donc voilà, c'est un peu comme la trottinette. Et puis enfin les chaussures, tu peux pas les changer. C'est un peu comme les footballeurs. Après un bon match, ils ont absolument envie de les garder. Et puis moi, si je change de chaussures demain, je vais être vraiment nul. Peut-être que je suis aussi nul avec mes chaussures, mais en tout cas, je vais penser être moins nul avec les mêmes que j'utilise toujours. Donc. Parce qu'elles ont des spécificités liées à toi directement? C'est déjà que c'est la forme un petit peu. Tu dois être agréable dans tes chaussures. Et puis, comme tu glisses toujours avec la même chaussure, eh ben, ça fait des petites traces sur le téflon. Ok. Et du coup, si mon pied il est comme ça ou comme ça, eh ben, les traces elles seront dans un certain angle ou dans un certain autre angle pour une autre personne. Donc, si je prends les chaussures de Benoît par exemple, potentiellement, en plus qu'il a des plus petits pieds que moi, je vais pas du tout bien jouer parce que ce sera pas du tout les mêmes rails. Donc voilà, je veux mes chaussures et puis c'est le seul truc que je prends dans mon bagage à main quand on prend l'avion. Parce que si tu oublies la valise et que les chaussures n'arrivent pas, c'est pas la bonne idée, quoi. Et donc, tu en as un peu parlé. Avant le curling, il y a eu un petit détour par le foot, où apparemment, tu n'étais pas très bon, mais il n'empêche que tu jouais. Tu étais à quel poste? Alors, j'ai joué aussi un peu tous les postes. Les dernières fois où j'ai joué, j'étais latéral parce que j'aime bien courir et tout ça. Et puis, j'ai un corps physique qui accepte le poste de latéral. Mais je crois que mon poste, ça doit plutôt être attaquant parce qu'il faut pas que j'aie trop de technique, de machin, de ci, de ça. Je suis le grand mec qui va essayer de mettre un coup de casque devant le but. Donc voilà, je vais recommencer à jouer là avec Bussini les prochains temps. Je me réjouis de retrouver l'équipe parce que ça fait maintenant 2 ans que j'ai pas joué. Puis j'espère que le coach me mettra 2-3 fois en avant. Espérons que mes coéquipiers soient aussi d'accord parce que potentiellement, je suis quand même un petit peu meilleur balayeur que footballeur. Du coup, c'est en combienième? Là, ils sont en 4e ligue, la première équipe. Et puis, vu que je m'entraîne rarement, je vais aussi de temps en temps jouer avec la 2. Mais tant que je peux chausser les crampons et puis tirer sur un ballon taille 5, moi, ça me convient. Dans un champ de patates, tout va bien. Prendre 2-3 coups au tibia. Bien sûr, bon. Le foot des talus, c'est magnifique. Tu suis encore beaucoup le foot? Oui, bien sûr. Je regarde. Dans l'équipe, on regarde vraiment beaucoup le foot. Il y a seulement Benoît qui est un tout petit peu plus déconnecté. Okay. Du coup, il fait semblant de s'intéresser un petit peu avec nous, mais des fois, on rigole un petit peu de ses inaptitudes footballistiques. Mais il est très intéressé quand même. Mais Sven, Yannick et moi, on regarde, quand on est au Canada, on regarde 5 matchs par jour. Donc, on est à fond. Eux, ils sont fans de bonnes équipes, et puis moi, je suis un vrai fan de l'équipe de ma région. Donc voilà, eux, ils sont Bayern, Liverpool, et moi, je suis Lausanne Sport. Donc on peut pas parler des mêmes ligues et du même niveau, mais au moins, moi, j'ai l'impression d'être un vrai fan parce que je suis du club d'à côté de chez moi. Puis, quoi de mieux pour un fan que du coup, ce qui t'est arrivé ce week-end? Magnifique. D'avoir la tuilière qui scande ton nom. Ouais. Ça t'a fait quoi? C'était cool. Franchement, j'ai 2-3 potes dans le COP, donc c'est clair que je sais qu'ils y sont très probablement pas étrangers. Mais c'était un beau moment, j'étais très content. Et puis aussi voir Zeidler qui vient tout content de me voir et tout. Moi, j'étais là, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est rigolo, mais le foot suisse, je le suis beaucoup. Et puis de voir tous ces gens que je regarde à la télé ou alors que je suis sur les réseaux devant moi qui me disent bravo, bien joué, franchement, c'est une belle reconnaissance et c'était un super moment, j'étais content. La partie gosse de toi se dit purée. Ah là j'étais comme un petit fou, c'est clair. Quand ils m'ont donné le maillot, il m'a dit mais mets le maillot et ta médaille, j'étais là. Ouais. En plus, il m'a donné le numéro 10, Guillaume Katz, et puis j'ai dit mais à part ça, tu m'as jamais vu jouer au foot, toi. C'est sûr que t'as pas pris le bon numéro, mais bon, c'est comme ça et je le prends. Je sais pas où j'ai mis le maillot, mais je vais le garder avec grand plaisir parce que c'était un super moment. Ouais. Et au printemps, c'est le gouvernement vaudois qui va scander ton nom. Je crois que tu as une réception qui est prévue. Alors, pour être 100% honnête, peut-être que j'ai laissé passer le mail parce que j'ai aucune idée. Mais j'imagine que c'est dans l'ordre des choses. Il faudra que je regarde après. Il y a un article qui est passé, on te le transférera. Ouais, c'est possible. Non, mais j'imagine bien qu'il y aura quelque chose. Mais en tout cas, j'ai pas reçu d'infos officielles pour le moment. Mais oui, j'imagine que ce sera un tout petit peu plus feutré, mais qu'il y aura quand même une bonne ambiance et puis qu'on boira un verre à nos belles performances. Ouais. C'est clair. Et pour revenir un petit peu au curling après cette parenthèse foot, comment t'expliquerais le curling à quelqu'un qui y connaît absolument rien?
Bonne chance. Bonne chance pour comprendre en 2 minutes. Comment est-ce que je pourrais expliquer? C'est un sport où il y a 2 équipes qui jouent l'une contre l'autre sur une piste de 40 mètres, où il y a des pierres de 20 kilos qu'on doit lancer le plus proche du centre de la cible de l'autre côté de la piste de 40 mètres. Ça, c'est la base des bases. Et puis, si on veut, les points, ça se compte un petit peu comme à la pétanque. Donc, le nombre de points, donc on joue généralement les pierres rouges et jaunes, qui sont le plus proches du centre sans une pierre de l'adversaire, compte. On joue ça 8 manches ou 10 manches lors des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques. Et puis, à la fin, celui qui a le plus de points marque. Ça, c'est le gros du travail. Et puis, si je peux expliquer peut-être 2-3 petites considérations un tout petit peu plus techniques. On utilise 2 balayeurs pour un peu diriger les pierres, qu'elles arrivent plus précisément au milieu ou qu'on puisse en tout cas les amener de manière vraiment plus précise à l'endroit où on veut. Parce que par exemple, c'est pas comme à la pétanque, on peut lancer une boule en dessus des autres. Au curling, on peut pas passer au-dessus, donc on doit les contourner. Et puis justement pour les contourner, pour que l'effet soit moindre ou plus grand, on utilise les balayeurs et ça c'est mon poste à moi. Donc je joue les 2 premières pierres qui sont généralement les pierres placées, pas trop difficiles, mais il faut quand même bien les faire parce que si tu les fais pas, t'as aucune chance pour la suite du match. Et puis après, je balaye toutes les autres et puis c'est là où je peux avoir vraiment une influence sur la fin du match. Donc c'est un poste qui s'est un petit peu démocratisé ces 3-4 dernières années. Et puis je suis assez content de dire qu'avec 2-3 athlètes de mon envergure, on va dire, au niveau du corps, je ne dis pas au niveau du talent parce qu'ils sont plus talentueux que moi, on a réussi un petit peu à changer ce sport et puis à amener ce balayage vraiment amener le sport dans une dimension beaucoup plus physique avec le balayage. Mais comment les gens ils réagissent quand tu leur dis que tu es curler? Alors, la première question, c'est tu tires ou tu balayes. Donc ça, je leur réponds avec plaisir que je fais les 2. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tu es libre samedi pour venir nettoyer mon appart? Donc ça, je réponds un petit peu moins avec plaisir. Mais bon, voilà, c'est de bonne guerre, je veux dire. On est quand même content d'avoir des gens qui connaissent ce que c'est le curling. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, ou alors j'imagine les champions olympiques de 98, quand on dit je fais du curling, les gens ils rigolaient ou ils savaient même pas ce que c'était. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques une hype absolument gigantesque par rapport à notre sport. On a reçu des centaines de messages sur les réseaux. On a donné, je pense, une bonne pub à notre sport. Et puis voilà, le fait qu'on parle de ce jeu comme un sport professionnel, ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on dit ah ouais, mais du coup ton sport il est vraiment physique et tout. Alors qu'il y a 5 ans en arrière, on me disait hey, vas-y, retourne nettoyer ton appart, là, retourne faire la serpillière, clown quoi. Donc voilà, il y a 2-3 choses qui ont changé, c'est chouette. Parce que c'est ton métier à 100%? Actuellement, c'est mon métier à 100%, donc on a la chance avec l'équipe et puis avec les partenaires qu'on a de pouvoir sortir un revenu correct. Mais voilà, on n'est pas des footballeurs. Ceux que j'ai croisés samedi à la Tuilière, ils sont encore un tout petit peu mieux payés que moi. Mais on est sur la bonne voie. Et puis ce qui est chouette, c'est toute la médiatisation qu'il y a autour. Et puis d'avoir aussi des partenaires qui croient en un sport comme le curling, ça c'est important. Et ouais, on se réjouit de la suite. On verra, on n'a pas encore décidé exactement si on continue l'équipe tous ensemble ou pas. Mais en tout cas, je pense que cette médaille, elle peut vraiment faire un tremplin pour la suite. Et puis, on espère pouvoir continuer à se concentrer seulement là-dessus. C'est le seul truc que je nous souhaite. Ouais. Ouais, non, mais magnifique, clairement. On va parler un peu plus de la médiatisation après. Ouais. Mais pour revenir un peu rapidement à ton enfance, tu rêvais déjà d'être sportif professionnel ou pas plus que ça? À la base, c'était plus, du coup, comme tu disais, pour décharger l'énergie. C'est une bonne question. Bon, j'avais beaucoup d'énergie, donc j'avais probablement aussi beaucoup de rêves. Dans ma famille, il y a eu pas mal il y a eu un peu de politique. Je sais pas si vous avez vu sur mon maillot, j'ai les 2 noms, j'ai Lacha et Couchepin, et mon grand-père était chancelier de la Confédération en fait. Et lui, c'était vraiment mon modèle. Quand j'étais petit, j'ai pris l'option économie et droit à l'école et j'allais le mercredi après-midi pour m'entraîner avec lui. Enfin, pas m'entraîner, pour faire les devoirs avec lui parce que c'était vraiment mon premier modèle. Donc, j'avais vraiment envie de suivre sa trace, peut-être pas faire de la politique, mais à la base, je voulais faire du droit. C'est ce que j'ai commencé d'ailleurs à l'université avant de me consacrer vraiment au sport. Et puis voilà, après quand j'ai commencé le curling, il y avait une grosse bannière des champions olympiques de 1998 au club de Lausanne. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, mais le curling, c'est un truc olympique, les Jeux olympiques, c'est cool. Et je regardais déjà depuis que j'étais petit. Je me rappelle de 2006, je regardais déjà le curling aux Jeux olympiques alors que j'en faisais pas. Donc c'est probablement un petit peu une constellation de tout ça qui m'a fait me dire bon, pourquoi pas aller faire du sport. Mais je crois que je rêvais juste d'avoir du plaisir, peu importe dans quel domaine, c'est le plus important.
T'as arrêté à contre-cœur les études ou c'était la bonne occasion? Je pourrais te répondre à ça dans quelques années, je pense, parce que j'imagine quand même que les études, c'est un matelas de sécurité qui est absolument pas négligeable. Mais ouais, actuellement, j'ai un immense plaisir de vivre de ma passion parce que je crois que c'est vraiment tellement un privilège de pouvoir vivre du curling, surtout d'un sport amateur comme le curling, on veut dire. Donc je sais pas, je sais que j'ai les capacités pour recommencer des études, j'espère le plus tard possible, en tout cas refaire un cycle à fond la caisse avec mon équipe. Mais probablement qu'en termes professionnels, c'était pas la meilleure des décisions. Mais en termes de vibrer tous les jours, alors ça, absolument, je le referais tous les jours s'il le fallait, parce que cette médaille, je l'aurais jamais eue si j'avais continué les études, c'est clair. T'as suivi ton cœur. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, mes parents n'étaient pas très contents. Je me souviens de mon père qui était un petit peu dur avec moi au début quand je lui ai dit « écoute, les études, c'est fini ». Mais j'imagine qu'il était quand même assez content quand il a vu la médaille autour de notre cou. Et puis voilà, c'était peut-être pas la décision la plus maligne sur le long terme, mais c'est une décision que je reprendrai tous les jours. Le tournant un peu de ta carrière et ce qui t'a mené à cette médaille, c'est donc en 2022 environ, après avoir grimpé donc les échelons à Lausanne, quand le team Peter de Cruz est dissous et que naît un nouveau quatuor de choc dans le curling suisse dont tu fais partie, puisque Benoît Schwarz-Van Berkel et Sven Michel, qui sont les survivants du team de Cruz avec toi, s'associe avec l'ennemi de toujours, Yannick Schwaller, qui quittait à ce moment-là le CC Berne. Ouais. Et pour toi, vraiment, c'est ça, c'est le tournant de ta carrière, c'est ce moment où, avant, tu étais remplaçant dans le team Peter de Cruz, et là, tu deviens un membre à part entière de cette équipe Schwaller. Ouais, le tournant, on en a déjà parlé avant, c'est vraiment le moment où j'ai décidé de mettre en parenthèse les études. Et en fait, c'est le moment où il m'avait demandé d'être le remplaçant pour Pékin en 2022. Parce qu'en 2022, c'était une période qui était très compliquée avec le Covid, tout le monde le sait. Et pour le sport, c'était encore plus compliqué. On avait des tests tous les jours. Les footballeurs professionnels, ils t'en ont aussi plein, en parler, et t'étais là-dedans, je pense, ça, on le sait très bien. Donc voilà, on avait des tests tous les jours, et puis je pouvais pas me permettre d'aller à l'uni, ensuite d'aller à l'entraînement, etc. Et puis je voulais aussi prendre cette chance à 100%. Donc voilà, j'imagine que ça, c'était le premier tournant. Et après les Jeux, effectivement, j'avais fait, je crois, du bon travail aux Jeux. Ils étaient assez contents de moi, et puis ils ont vu aussi qu'on pouvait peut-être changer quelque chose dans ce sport avec le balayage. Donc je crois que c'était des discussions entre Benoît, Sven et Yannick de me prendre moi, parce que bien sûr, j'étais le petit nouveau et le petit jeune, donc c'était quand même un risque de me prendre. Il fallait que je me mette à niveau assez vite. Mais je crois que je leur ai bien rendu. On est devenus des super bons potes et l'ennemi de toujours est devenu un vrai bon ami. Donc voilà, on est content. Et puis maintenant, l'objectif, ce sera de se mettre autour de la table assez vite pour voir si on peut continuer cette équipe ensemble et continuer à être une équipe de choc malgré ce qui s'est passé il y a 3 jours au championnat suisse. Ouais. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai que dès le départ, les médias ont parlé un peu de vous comme de la Dream Team du curling suisse. Pourtant, ça n'a pas toujours été tout rose, si je ne me trompe pas. Je pense notamment au Mondiaux 2024, qui avait lieu en Suisse, où l'équipe a failli voler en éclats. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé et comment vous en êtes arrivé là ? En fait, on a eu une ultra bonne première saison en 2022-23. On a fait vice-champion d'Europe. On a perdu contre l'épouvantail écossais que vous avez vu en demi-finale des derniers Jeux Olympiques, qui nous a battus sur une pierre dont il a le secret. Donc voilà, on fait une super saison. Ensuite, on fait bronze au championnat du monde, pareil, en écrasant quasiment tout le monde, perdant la demi-finale contre les autres Canadiens. Donc voilà, on sort d'une super première saison. On a fait une finale de Grand Chelem aussi la première saison. Donc voilà, on arrive un peu sûr de nous. Et puis l'été, à part se préparer physiquement et puis se voir de temps en temps pour boire une bière, on n'a pas fait grand-chose. Et puis ça, c'était la grosse erreur. Parce qu'on est arrivé sur le tour, on a fait des bons résultats. On était toujours qualifiés dans les playoffs, toujours assez réguliers. Mais on n'avait pas ce résultat qui manquait pour vraiment prouver à tout le monde qu'on était ultra favori et ultra fort. Et on arrive à Chafouz avec quand même un peu de pression. La glace n'était pas la plus facile. Je pense que sur une glace un petit peu plus régulière, on aurait peut-être eu un petit peu plus de chance aussi. Mais voilà, il y a eu des champions du monde et nous, on était 7e, donc on peut pas se plaindre. Et ouais, après, ça a été une grosse remise en question. On a vraiment pris du temps pendant l'été d'après pour cette fois pas boire des bières ensemble, mais vraiment discuter à fond sur ce qu'on doit améliorer et ce qu'on veut aussi. On a été très honnête, peut-être que les discussions étaient un peu moins ouvertes et moins honnêtes avant.
Donc voilà, je pense que dans le sport de haut niveau, il faut des discussions honnêtes, des fois difficiles et ouais, avec du feu. On n'est pas d'accord, on s'est engueulé, hein, franchement, pendant l'été après Chafouz. Mais force est de constater que ça a fonctionné parce que la saison suivante, on finit la saison deuxième mondiaux. Et puis cette saison, on fait la médaille olympique. On n'a juste pas réussi à se qualifier pour le championnat du monde parce qu'on était explosé et puis parce qu'on avait aussi une bonne équipe en face de nous de Glarus samedi. Mais voilà, médaille olympique, 3e place au ranking mondial. Je pense que c'est pas trop mal et puis on a bien bossé. Et puis on espère cet été pouvoir continuer d'avoir 2-3 petites discussions pour faire du fine-tuning et être encore meilleur l'année prochaine. Ouais. Ah, donc finalement, cette discussion cet été-là, elle était plus que nécessaire, quoi. Après, ça a filé tout droit, puis... Mais t'es obligé dans le sport de haut niveau, c'est comme ça. Tous les dirigeants, tous les bons entraîneurs, tous les bons athlètes, ils savent que c'est par des défaites qu'on revient plus fort. Et puis voilà, si c'était un long fleuve tranquille, ce cycle, potentiellement qu'on aurait fini 7e aux Jeux Olympiques et que là, on serait vraiment dans le trou aujourd'hui. Donc malheureusement, Chafouz, ça s'est pas très bien passé. On rêvait tous de gagner l'or à Chafouz et puis de montrer une super performance. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Mais je crois qu'on a vraiment été assez intelligent et mature par la suite pour se dire il faut tenir, il faut faire des ajustements et puis je crois qu'on a assez bien fait. Donc on est content et puis on va continuer de bosser comme ça parce que l'honnêteté c'est le seul truc qui paye dans le sport de haut niveau. Ouais. Puis tu l'as dit, vous êtes une bande de potes, quoi. Maintenant finalement, ça a encore renforcé ça, si je comprends bien. Absolument, ouais. Absolument. Puis c'est ultra important. Je veux dire quand on se rend pas compte, mais le curling, c'est un sport où tu te balades des fois dans des villes, mais dont tu n'as même pas entendu l'existence une fois. Tu vas au fin fond du Canada. Et puis là-bas, c'est seulement en rigolant avec l'équipe, par moins 40 dehors, dans une petite patinoire pourrie et tout, que tu dis, mais finalement, qu'est-ce qu'on fout là ? Ouais. Mais on le fait parce qu'on aime le faire ensemble. Et puis voilà, si on est des potes, c'est quand même plus simple que juste d'être des collègues de boulot, quoi. Donc ouais, on est une bonne équipe de potes. Et puis je me réjouis qu'ils rigolent des bêtises que je vous raconte cet après-midi quand ils verront l'émission. Et puis professionnellement, tu peux nous expliquer le rôle de chacun du coup de cette bande de potes ? Alors, tu parles sur la glace ou plutôt sur la en dehors ? Ouais, les deux finalement. Mais alors, on va essayer de résumer un peu tout ça. Sur la glace, moi, je dois juste poser les 2 premières pierres et balayer toutes les autres. Donc, c'est un petit peu ça mon rôle. Et puis, peut-être j'explique d'abord les autres et puis ensuite tu comprendras un petit peu pourquoi le balayeur est très important. Le numéro 2, donc Sven, c'est lui qui va un peu tout détruire si jamais la situation n'est pas bonne ou alors continuer à améliorer la bonne situation que j'ai faite. Donc si je fais du bon boulot, Sven il a des pierres faciles. Si je joue comme un idiot, il va avoir des trucs difficiles à faire. Après Yannick il s'occupe de la stratégie, donc c'est lui qui est dans la maison et puis qu'on entend crier des onomatopées un peu spéciales pendant 2h30. Et puis Benoît, lui, il joue les dernières pierres, donc lui il doit vraiment avoir le mental le plus aiguisé possible parce que c'est vraiment lui qui décidera de l'issue de la partie. Par contre, l'avantage qu'on a maintenant avec les 2 balayeurs qu'on est, Sven et moi, c'est que potentiellement des pierres qui sont très dures, voire impossibles, avec le balayage, on peut les rendre possibles. Donc je te donne un exemple, une pierre qui serait cachée derrière un mur de garde, on peut potentiellement quand même aller la chercher avec du balayage après les gardes, justement pour vraiment la faire curler sur la fin. Et du coup, ça c'est absolument génial parce qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière, Benoît, il n'avait pas cette panoplie de coups, il était emmerdé quand il y avait ce genre de pierres à faire et maintenant on a la possibilité de l'aider à le faire. Donc j'ai aussi une petite influence sur les pierres de Benoît. Positive comme négative, il ne faut pas oublier que des fois, si je balaye comme un idiot, on va aussi louper la pierre. Donc, c'est assez intéressant, tout ça sur la glace. Et puis en dehors, on a aussi deux, trois rôles. Benoît, il s'occupe des finances parce que c'est le plus intelligent de l'équipe. Comme ça, il y a moins de problèmes au niveau des facturations. Yannick, il s'occupe un peu de toutes les réservations d'hôtels, réservations de vols de temps en temps aussi, ce que Benoît fait aussi un petit peu. Sven, il a le fan club, donc il a un petit peu le lead pour donner à droite à gauche des informations aux gens qui nous suivent. Et puis moi, les réseaux sociaux, ces derniers temps, j'ai fait un petit peu moins parce que voilà, on était déçus et puis aussi parce que pendant les JO, tout était fait par la fédération. Mais voilà, c'est un petit peu ça nos rôles à droite à gauche. Et puis pas oublier, moi je suis le clown de l'équipe. Ça, faut pas oublier aussi, je raconte 2-3 blagues, je fais 2-3 bêtises. Et puis voilà, je pense que des fois, ça fait du bien aussi d'avoir un idiot dans la bande. Et tu dirais que tu as des prédispositions physiques pour être lead ou
ça s'apprend, tout le monde pourrait le devenir. Alors pour être lead, donc pour lancer les 2 premières pierres, absolument tout le monde pourrait. Moi, si je t'apprends pendant 1 an à faire du curling, je pense que tu peux être une lead correcte parce que c'est pas ultra compliqué dans le sens que tu arrives assez vite à un niveau de base qui est cohérent, enfin qui est convenable. Par Mais contre, dans le l'aspect balayage, ouais. par contre, le balayage, il faut, à mon avis, enfin, tu as un avantage quand tu es grand. Et puis on le voit notamment avec le numéro 3 de l'équipe d'Italie, Mosaner, qui c'est une tour. Enfin, je veux dire, il fait 120 kilos, il fait 2 têtes de plus que moi, et il fait peur, mais voilà, il balaye ultra bien. Donc j'imagine que d'être grand, ça aide quand même un petit peu pour vraiment faire des grands mouvements et puis faire vraiment des traces dans la glace qui grattent presque la surface de glace. Mais voilà, après il y a aussi un balayeur écossais qui est un petit peu plus petit, il a presque la taille de Benoît. Et qui est ultra explosif. Donc il n'y a pas vraiment de prédisposition, mais j'imagine que d'être grand, ça peut quand même aider. En tout cas, la plupart des grands qui jouent au curling, ils balayent assez bien. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de juniors qui sont très grands, là, parce que sinon ils vont nous botter les fesses dans 2-3 ans. Donc j'espère qu'ils sont tous petits. Ouais, il n'y a pas une histoire pour être numéro 3 ou numéro 4, tu dois peut-être être plus petit ou... Pas vraiment au niveau de la taille, mais c'est plutôt au niveau de l'expérience. Notre numéro 4, qui est Benoît, il est celui qui a le plus d'expérience dans l'équipe. Sven, il a longtemps été skip et numéro 4. Maintenant, il est le 2 parce qu'on a décidé de faire comme ça. Et puis, il est aussi le meilleur numéro 2 du tour. Donc, ça aide d'avoir le meilleur numéro, enfin, le meilleur à une position dans ton équipe. Et puis, voilà. Mais j'imagine que c'est une question d'expérience. Peut-être dans 10 ans, si je continue de jouer au curling, on refera la même interview et je serai numéro 3. Parce que c'est aussi un petit peu... T'as l'expérience des défaites que tu fais ou des choses que tu fais mal pour ensuite finalement les faire bien peut-être 10 matchs après. Donc voilà, c'est un petit peu ça comme ça que je résumerais. Ouais. Ouais. Mais pour revenir au fait d'être grand, tu penses que ça aide aussi parce que j'ai l'impression que vous mettez quand même énormément de force sur ce balai au point où bon, des fois le balai, tu le sais bien, explose. Ouais. Tu penses que ça a une influence par rapport à ça? Enfin, par rapport à la force que vous mettez dedans? Oui, bien sûr. Après, bon, ça, l'influence de la force qu'on met dedans, on la travaille aussi beaucoup en salle de musculation à côté. C'est vraiment devenu un sport à part entière. Je pense que parmi les bons balayeurs, il n'y en a pas un qui ne fait pas 100-110 kilos de bench press. Et ouais. ça monte quand même ça monte le curseur. Je veux dire, les footballeurs, ils sont bien sûr tous beaucoup plus près que nous parce qu'ils sont suivis au millimètre. Par contre, je pense qu'en termes d'exercice de force pure, alors il y a certains sports qui nous écrasent, hein. Bien sûr, on n'est pas du triathlon ou de l'athlétisme, mais en termes de force pure, je pense qu'on a un niveau qui est quand même assez élevé. Et puis, j'imagine que c'est ça vraiment la grosse différence parce que quand j'étais petit, enfin quand j'étais jeune, mais quand même grand, j'étais pas un bon balayeur. Et puis quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner physiquement, là je me suis rendu compte que ah ouais, en fait ça peut aider de pousser un peu au bench press. Ah ouais, on balaye pas mal. Alors voilà. Mais est-ce que c'est pas le balayage un peu le travail ingrat du curling? Oui, bien sûr, parce que tu peux tout foirer avec le balayage. Ton numéro 4, il peut lancer une pierre parfaite. Et tu la balayes trop, t'arrives trop vite et t'as perdu comme un couillon. Enfin, je veux dire, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est un petit peu la vérité. Donc c'est vraiment un travail, je dirais, pas ingrat, mais où t'as beaucoup de responsabilités aussi. Et les gens se rendent pas forcément compte parce que des fois, c'est la remarque facile. Enfin, je veux dire, Benoît ne m'en voudra pas de dire ça, mais c'est la remarque facile d'un amateur de curling. Il dit ah ouais, Benoît il a loupé. Mais potentiellement, c'est nous qui avons loupé sa pierre aussi. Ah, il est nul, il a lancé trop vite. Mais peut-être on l'a balayé tout le long. Et en fait, c'était notre faute. Donc c'est vraiment un peu un fine-tuning à avoir sur tous ces petits détails. Et puis on le travaille énormément à l'entraînement. De temps en temps, on a aussi des conditions de glace différentes justement pour vraiment entraîner ça. Et ouais, je crois qu'on est un des tout meilleurs duos de balayage dans le monde, mais on fait de temps en temps des erreurs, et puis on l'a fait notamment samedi, donc voilà, on doit travailler et arriver meilleur l'année prochaine. Ouais. Puis comment tu choisis ton balai? Enfin, il y a plusieurs types selon la glace, selon la taille des plus... Enfin... Alors, les balais sont réglementés, en fait, la mousse qui balaye sur la glace, le tissu, c'est le même pour tout le monde. Après, il y a différentes marques. Il y a une marque qui est assez haut et dont quasiment toutes les équipes, utilisent, c'est une marque canadienne. Ça, à mon avis, c'est la meilleure, mais c'est aussi la meilleure parce que toutes les meilleures équipes l'utilisent. Donc potentiellement, si c'était une autre marque que tout le monde utilisait, ce serait aussi ça. Et puis après, ton balai, nous, on utilise un balai qui est plus fin au bout, mais le même balai, il peut aussi être fait avec un manche qui est la même largeur sur toute la longueur du balai. Et puis ça, celui-là, il est plus résistant. Et quand j'ai cassé le balai
à Loya ce mois de novembre. J'ai essayé après ce balai plus résistant. Parce que ça fout quand même les boules. Hein. Quand tu casses un balai en deux, que tu mets tout ton poids dessus, tu manques de presque t'empaler avec le balai. Enfin, les 5-6 balayages d'après, j'avais quand même peur d'appuyer à 100%. Et du coup, je me suis dit, bon, je prends le balai un petit peu plus robuste. Là, c'était pas très agréable, mais ça s'est bien passé. Et puis au JO, ça a fonctionné, donc tant mieux. Pas mal, oui. Mais c'est le seul avantage, entre guillemets, du plus robuste, c'est sa robustesse, ça change pas du coup ta technique ou quelque chose. Pas vraiment. C'est juste que la manière dont je le tiens au bout, en fait, vu que c'est plus fin, je peux le tenir, je sais pas, le tenir plus fort si c'est plus fin que si c'est plus large. Parce que j'ai un grip un petit peu moins bon. C'est comme si ta raquette de tennis, elle était tout d'un coup large comme un gant de boxe. C'est un petit peu, c'est pas vraiment comparable, mais c'est pour expliquer un petit peu aux gens qui comprendraient pas vraiment. Et puis voilà, pendant 2 matchs, c'était un petit peu galère, mais après, ça a fonctionné. Et puis on a commandé des nouveaux balais pour les jeux aussi, pour être sûr qu'ils étaient tout neufs, comme ça. Au moins, c'est que de ma faute si je le balaye et pas, si je le casse, c'est pas la faute du manufacturier. Ouais. T'en as qui traînent dans l'appart, ces balais ou... Est-ce que j'en ai? Je crois pas. Peut-être, hein. Non, je crois pas que j'en ai. Malheureusement, sinon je vous aurais montré avec plaisir. Mais... Et tu faisais la comparaison avec les raquettes de tennis. Au tennis, tu as le droit de changer de raquette pendant un match. Par contre, vous n'avez pas le droit de changer de balai pendant un match, c'est juste? Je crois qu'on Sauf aurait si tu le casses, droit. évidemment. Oui, mais... alors ça je sais parce que je l'ai fait, donc je me souviens. Tu vas pas balayer avec le boule. Je pense que tu aurais le droit de changer de balai. Par contre, tu dois reprendre la même mousse que tu utilisais. Par exemple, quand j'ai cassé mon balai au championnat d'Europe, l'arbitre, il était absolument paniqué que je réutilise la même mousse alors que j'avais du sang partout. Enfin voilà, il fallait peut-être s'occuper d'abord de moi avant de m'occuper du balai. Mais il voulait absolument que ce soit la même mousse qu'on mette sur le nouveau balai. Et puis voilà, on a suivi les règles, on a gagné le match. Tu t'es blessé Un petit peu, mais c'est sûr. En fait, vu qu'ils sont faits en carbone, il a explosé. Et puis j'avais des bouts de carbone un peu sur le doigt et sur la peau, donc ça a un petit peu coupé, mais c'était des éraflures, c'était rien de grave. Ça aurait pu être un peu plus grave si je me plantais le balai, mais je ne l'ai pas fait, donc heureusement, j'ai pas envie de réessayer. Hein. Tomber avec style. Exact. Éviter le balai. Ouais, fait 19 millions de vues sur Insta parce que j'ai cassé un balai, si seulement ça pouvait être parce qu'on joue bien au curling, ça pouvait être aussi cool, mais bon. Ça, la médaille, ça rattrape ça, t'es plus le revers mec de qui la a pété médaille. le balai. Ouais, exact. Et donc, tu es passé par tous les postes, si je ne me trompe pas. Actuellement, tu es donc numéro 1, mais tu as aussi été 2 et 3, sauf 4. J'ai joué quand j'étais très petit, mais ça compte pas vraiment. Quand tu es junior. Tu as jamais été skip? Si, pareil, quand j'étais junior, mais dans le haut niveau, pas vraiment, non. Est-ce que devenir skip, c'est un peu le goal de tout curler ou pas forcément? C'était le goal avant, surtout au Canada, c'est un endroit où c'est encore assez traditionnaliste pour le sport. Le nom de l'équipe, c'est le nom du skip en fait. Notre équipe, on l'appelle la Team Schwaller par exemple. Et c'est vrai que là-bas, si t'es le skip, t'as un petit peu la gloriole, t'as les sponsors, tu fais les interviews, etc. Mais chez nous, c'est un petit peu moins le cas parce qu'on a compris que les Canadiens étaient les meilleurs pendant longtemps. Puis du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour battre les Canadiens? On va mettre beaucoup de bons joueurs ensemble. C'est ce qu'ils font en Écosse notamment depuis une dizaine d'années. Et ils ramassent tout maintenant. C'est ce qu'on a fait il y a 4 ans, nous. Et puis finalement, le skip, pas le skip. Moi, mes coéquipiers, des fois, quand je balaye très bien, ils me disent ouais, c'est grâce au balayage de Pablo qu'on a gagné. Quand Benoît il joue ses matchs à 97%, moi je suis très content d'avoir Benoît avec moi. Quand Yannick il a des petits coups de génie avec le skippage, pareil. Donc on est vraiment une équipe complète. Et je crois que c'est vers ça que le curling doit se tourner ces prochains temps. Un skip, une star skip, ça peut aider. Mais si les 3 autres sont nuls, tu vas pas déplacer des montagnes. Surtout les montagnes écossaises, là, ils sont assez solides, donc on doit se déplacer. Costaud. Ah ouais, ils sont costauds. Et donc, dans l'équipe, vous êtes 2 Romands et 2 Suisses allemands. Comment vous communiquez? En quelle langue? Bon, je pense que tu as vu 2-3 vidéos, donc c'est un petit peu un petit mélange jovial, si on veut. Mais généralement, on essaye de communiquer en allemand parce que Benoît, en fait, il habite à Zurich maintenant, donc il est complètement bilingue, on peut le dire. Il parle vraiment le suisse-allemand parfaitement. Donc lui et Yannick, sur la tactique, il parle à 95% en allemand, je dirais. Sven et moi, on parle en allemand et en français. Et puis dans l'équipe, on essaye de parler en allemand. Par contre, quand il y a une information très précise que je dois dire, généralement, surtout quand c'est Benoît qui est dans la maison, parce que quand Yannick joue, c'est Benoît qui skip, je vais le dire en français. Je vais essayer de le dire en français parce que ça sort plus vite. Et pour Benoît aussi, ça va être plus rapide de recevoir l'information en français.
Et puis après, on se débrouille un petit peu. De temps en temps, il y a un mot en français et puis le deuxième mot, il est en allemand. Mais on fait des erreurs, mais c'est la beauté de la Suisse. On est un petit peu, voilà, on est hétéroclite dans tous les sens et puis c'est rigolo. Franchement, on parle. Mais allemand ou suisse allemand, parce que la rumeur dit que pour que vos adversaires vous comprennent pas, vous parlez suisse allemand. Plutôt suisse allemand. Ouais. Bah moi, je préfère le suisse allemand parce qu'il n'y a pas de der, die, das. Tu dis deux et ça marche. Et moi, j'ai trouvé ça génial quand j'ai. Foutu datif. Exact, ouais, le datif, accusatif, génitif, là, ça, il n'y a plus rien. Moi, j'utilise juste les mots que je connais, je dis deux et tout va bien. Et ils me comprennent, ils me disent, ah, tu sais, ton allemand, il est vraiment mieux. Je dis, ouais, mais normal, parce que c'est du suisse allemand sans génitif, donc ça va bien. Non, j'ai appris avec eux et puis. C'est un suisse allemand un peu spécial, mais on va dire du französisch Deutsch, ça va bien. Mélangé avec des onomatopées, donc toujours. Un petit peu, ouais, ça, on n'arrêtera jamais au curling. On criera très fort des trucs bizarres. Puis pour toujours mieux comprendre un peu ce sport, tu peux nous expliquer comment la saison elle est construite au curling? Alors ça, c'est une sacrément bonne question parce que tu peux la construire à peu près de tous les modes possibles et inimaginables. Je vais te donner 2 exemples. Nous, on a fait cette année les Jeux Olympiques. Et du coup, on avait notre plan de saison qui était clairement calqué sur la semaine de février où c'est là où où on veut être à 200%. On a 5 grands chelems dans la saison qui sont au Canada, donc ça fait 5 voyages intercontinentaux avec le jet lag et compagnie. Donc ça aussi, il faut assez vite le prendre en compte. Donc généralement, on met les 5 grands chelems au début dans le calendrier. Après, on met les Jeux Olympiques comme cette fois-ci, donc ça, c'est vraiment les 6 dates qu'on met. Et puis ensuite, on regarde un petit peu s'il y a un tournoi avant un grand chelem qui est pas très loin, si on peut faire ça. S'il y a un tournoi après un grand chelem en Europe, quand on rentre, je sais pas, 5-6 jours après, qui pourrait bien coller. Donc ça, on regarde un petit peu, mais vraiment, les dates principales, c'est les grands chelems, le championnat d'Europe, le championnat du monde et les Jeux Olympiques. Et puis, d'autres équipes qui, elles, savent qu'elles ne sont pas forcément à 100% dans les grands chelems. Je prends l'exemple, par exemple, de l'équipe qui nous a battus samedi au championnat suisse. Eux, ils vont clairement se dire, c'est où est-ce qu'on a la chance de se qualifier pour un grand championnat. Et pour eux, la chance pour se qualifier pour un grand championnat, c'était le championnat suisse la semaine passée. Donc pour eux, ils ont absolument tout mis en œuvre pour être prêts lors de cette semaine. Et du coup, ils ont peut-être joué un peu moins de tournois. En janvier-février, il y a très peu de tournois sur le tour, sauf la finale des Grands Chelems, à laquelle ils n'étaient pas conviés. Donc eux, ils étaient à Bienne, en train de s'entraîner comme des malades. Et ils sont arrivés au championnat suisse ultra frais et ils ont bien réussi leur plan de saison. Donc il y a un petit peu 2 poids 2 mesures. Nous, on était contents de bien réussir nos Jeux Olympiques. On n'a juste pas bien réussi notre championnat suisse, même si on a gagné tous les matchs sauf la finale. Mais voilà, ça peut fonctionner pour tout le monde. Et puis maintenant, ils peuvent rajouter dans leur calendrier le championnat du monde en avril. Nous, on peut rajouter une semaine de vacances en avril. Et puis tout va bien. Tout le monde est content finalement. À la fin, tout le monde est content. Et puis même si on est très frustré et puis que j'étais pas leur meilleur pote 5 minutes après le match, je vais regarder les matchs et puis je serai quand même un fan suisse avant tout. Et du coup, tu as parlé de l'organisation de la saison. Au niveau des entraînements, ça se passe comment? Alors les entraînements, cette saison c'était un gros challenge parce qu'on avait justement ces 5 voyages intercontinentaux, donc avec le repos, les enfants pour certains, le jet lag et compagnie, c'était assez délicat, mais si on prend une semaine où on n'a pas de tout ça, donc on dit voilà, du lundi au vendredi, on est là, on est prêt pour s'entraîner. Généralement le lundi on est individuel, donc on s'entraîne de notre côté. Généralement moi je vais à Genève parce que c'est la meilleure halle dans les environs. Ou à Berne, mais c'est 1 heure pour les deux. Et mardi, mercredi, jeudi, on s'entraîne en équipe 2 sessions par jour. Donc on s'entraîne généralement de 10h à midi. Ensuite, on fait une petite pause d'1 heure et de 1 heure à 2h30 ou 3h. Ça peut nous arriver aussi après ça d'aller au fitness ensemble parce qu'à la Tissot Arena, il y a un fitness qui nous est réservé par la fédération. Donc on va de temps en temps au fit ensemble. Ce qu'ils aiment bien faire les autres, c'est rentrer à la maison, aller à leur fit ou alors s'occuper du bébé et puis aller au fit quand ça les arrange. Mais ils bossent comme des fous. Moi, de temps en temps, j'aime bien quand même aller à Bienne parce que c'est l'endroit où je fais mon travail. Ici, je suis un petit peu moins discipliné, donc j'aime bien aller voir mes potes. Et puis des fois, je vais pas au fitness, donc je préfère y aller là-bas, comme ça c'est fait, c'est sûr. Et puis voilà, donc ça on fait mardi, mercredi, jeudi et le vendredi pareil, c'est un petit peu fine-tuning, ça dépend si on a un tournoi après, si on part peut-être le samedi au Canada. Généralement on s'entraîne aussi individuellement. Certains prennent le repos, je sais que par exemple Benoît il prend le repos plutôt lundi pour s'occuper du bébé. Donc voilà, on est un petit peu mardi, mercredi, jeudi on est en équipe, le reste on fait individuel et puis on se fait confiance pour bien préparer les événements et généralement on arrive, on est prêt, on joue bien. Donc ça fonctionne, on se fait confiance, on va pas regarder si lui ou l'autre il est à l'entraînement.
on le fait et puis tout va bien. Vous faites aussi attention à tout ce qui est nutrition, choses comme ça, ou c'est un sport Alors- où il n'y a pas plus besoin que ça au final? Alors bon, si je suis honnête avec toi, si je veux manger une pizza, je veux manger une pizza. Je fais ce que je veux. Par contre, c'est vrai que pendant les compétitions, surtout que c'est des compétitions qui sont longues, généralement le championnat du monde, c'est 13 matchs, après quart de finale, demi-finale, finale. Donc tu as potentiellement 16 matchs en 9 jours. Et là, si tu bouffes des tacos et des frites tous les jours, ça va être dur. Après, l'accumulation des matchs fait aussi que ce que tu manges, en fait, ça rentre dans le système direct et puis tu peux manger une portion de frites, tu t'en rendras même pas compte. Mais c'est vrai que pendant les compétitions, on fait un peu attention. Et puis pendant l'été, surtout quand on essaye de construire un petit peu de muscle et puis de faire beaucoup d'hypertrophie, là, on va prendre un petit peu plus de protéines à côté, on va faire un petit peu gaffe à ce qu'on mange, peut-être manger un petit peu plus de viande, un petit peu plus de féculents, etc. Mais dans l'ensemble, on n'a pas de plan nutritionnel très clair. On fait un petit peu à la bonne franquette comme on la sent. Et puis si les muscles ils commencent à pousser, c'est que ça fonctionne. Tant mieux. L'été, du coup, vous allez plus, enfin, t'es plus facilement au fit. Ouais, quand même un petit peu. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été, généralement, il y a une patinoire qui est ouverte quasiment toute l'année en Suisse, mais c'est à Baden, c'est vers Zurich, c'est 2h40 de train pour moi. Ouais. Donc ça m'arrange de ne pas y aller tous les jours. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des grosses sessions vers la fin de l'été, quand il y a la première compétition, parce que mi-août, il y a la première compétition du Tour mondial à Baden, dans cette C'est halle. tout, ouais. Donc voilà, toutes les équipes arrivent là, et puis on va s'entraîner quand même 2-3 semaines avant, à fond sur la glace. Mais par contre, jusqu'à, on va dire, fin juillet, on est à fond en salle de musculation. Donc ouais, on essaye de prendre un peu de vacances quand même, de kiffer un petit peu l'été. Et puis ensuite, bah, on va pousser comme des malades pour arriver à Baden et puis impressionner tous les hommes dans le vestiaire. Mais parce que du coup, vous portez les couleurs de Genève, mais vous entraînez pas à Genève, c'est ça? Pas Là, vraiment. tu parlais de Bienne, c'est parce que c'est pratique pour vous tous du fait qu'il y en a qui habitent en Suisse allemande, toi t'es ici. Alors, c'est en partie à cause grâce au fait que c'est pratique, mais aussi parce que le centre national, c'est à Bienne. Donc, la fédération a en fait, je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais il y a quelques années, ils ont ouvert ce centre à Bienne et puis ils ont dit que c'était là-bas le centre national. Donc, j'imagine qu'ils ont donné un petit peu d'argent pour que ce soit là-bas. Et nous, moi, si je veux m'entraîner à Bienne, j'ai la priorité. Donc je vais pouvoir m'entraîner plus que les membres du club ou que les juniors de Bienne, etc. pendant la journée. Et c'est aussi un endroit où la glace, elle est faite pour nous la journée, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres clubs, parce que potentiellement un club de curling, bah, ils ont le championnat du club le soir, les initiations, mais à 10h, bah, l'Iceman, il n'est pas là, il ne va pas te faire la glace. Donc à Bienne, c'est vraiment fait pour ça. Berne, c'est aussi un centre national. Genève, c'est un centre régional, donc c'est entre ces trois qu'on fait. Ouais. Et puis Genève, on s'entraîne de temps en temps, moi ça me va bien. Mais Benoît qui habite à Zurich, tu penses bien que Zurich-Genève tous les jours, enchanté, ouais. ça ne fonctionne pas, quoi. Et du coup, tu disais, il y a une partie que vous faites sur la glace, mais vous mettez des fois aussi autour d'une table et je sais pas, vous discutez stratégie et autres. Oui, bah là on a un nouveau coach, Glenn Howard, depuis 1 an et demi maintenant, qui nous a vraiment apporté beaucoup. Et puis c'est vrai que, en fait, on est quatre fans de curling, les 4 garçons qu'on est dans cette équipe, plus les coachs. Donc en fait, c'est assez naturel de parler de curling. Par exemple, on va regarder un match féminin ou un match du Grand Chelem d'une session qu'on joue pas, et on va parler directement de leur stratégie. Ah ouais, là tu vois, ils mettent leur pierre ici, c'est intéressant ce qu'ils font. Et puis du coup, c'est assez naturel pour nous de parler de ça. Et puis c'est rigolo parce qu'un des coups qu'on a fait beaucoup pendant les Jeux Olympiques, c'est un coup qu'on a vu lors du trial, donc le trial canadien pour les JO. On a vu l'équipe qui a gagné, l'équipe Canada, commencer à un petit peu essayer de faire ce coup. Puis nous, on a vu ça juste avant un entraînement. Puis on s'est dit, ah ouais, mais c'est quand même rigolo qu'ils fassent ça. Et on a essayé à l'entraînement. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un coup qui avait l'air dur, mais qui était très très facile. Et à Cortina, on l'a fait tout le temps. Et même les statisticiens qui doivent mettre ils mettent le nombre de points et le pourcentage de tes pierres, en fait, ils comprenaient pas le coup. Donc ils notaient mal le coup que Sven jouait tout le temps. Donc il mettait, je sais pas, 50% alors qu'il le jouait à la perfection à chaque fois. Et du coup, il a eu des stats de merde à cause de ça. Parce que ils avaient aucune idée que c'était vraiment un coup qu'on peut demander de jouer. Donc ouais, au niveau stratégique, on est aussi assez pointu. Mais je dirais que c'est plutôt dû au fait qu'on est très intéressé par le sport et que chaque petit nouveau détail, on va s'en rendre compte avant les autres. Ouais. Ça, vous en avez parlé avec typiquement l'équipe Canada? Ou pas du tout pendant les Jeux? Bon, l'équipe Canada, ils ne sont pas fait une super bonne pub Ouais, pendant les clair, Jeux. mais- Ils n'étaient pas trop chauds de parler avec nous. Donc, on n'a pas trop parlé avec eux. Mais c'est une équipe absolument fabuleuse. Enfin, je veux dire, double champion olympique, le skip, tu peux rien dire. Moi, j'ai absolument pas son palmarès, donc j'ai un grand respect pour lui. Par contre, on n'a pas trop parlé avec. Mais ils ont vu qu'on avait entraîné ce coup-là.
Et puis dans le round robin, je pense qu'on le leur a fait 6 ou 7 fois. Et ils n'ont jamais évolué leur tactique. Et du coup, nous, on aurait été assez contents de les jouer en play-off parce qu'on aurait été on était vraiment curieux de voir ce qu'ils allaient mettre en place pour contrer ça. Parce que c'est clair qu'ils l'auraient fait. C'est des malins, À la fin, ils ont fait parler d'eux, mais ils sont champions olympiques. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux dire, à la fin, ça fonctionne. Hein. Tu penses un peu qu'à ta petite tronche, mais t'es champion olympique et puis ça fonctionne et bravo à eux, quoi. Un match, tu l'as dit, ça dure quoi en moyenne 2 heures, 2 heures et demie ? Ouais, 2h30, 3h. Ouais. Ouais. Donc relativement long. Peter De Cruz disait qu'il carburait au café, c'est aussi ton cas ? Moi, pas vraiment, parce que vous le voyez, là, je suis un petit peu impulsif dans tous les sens. Et si je prends un café avant un match, je vais avoir le gros pic, et après, ça va redescendre. Et le problème, c'est vraiment la redescente. On parle pas de drogue et compagnie, hein, pas du tout. Mais quand tu redescends avec le café, c'est vrai que tu le sens vraiment. Et puis surtout, surtout avec le balayage, il faut vraiment essayer de maintenir le niveau le plus stable possible. Du coup, le café, non. Par contre, un peu de sucre et puis beaucoup d'eau et d'électrolytes, histoire de vraiment être hydraté sur la durée du match et la durée du tournoi. Parce qu'un match de 2h30, ça va, mais quand tu commences à compter 13, 14, 15 matchs en 9 jours, comme je disais avant, là, ça devient dur et potentiellement, c'est la dernière pierre du dernier match où tu dois balayer le plus fort pour gagner un titre. Et quand tu mets tout ça en perspective, tu te dis, ah ouais, ok, en fait, les gars, ils doivent quand même être un tout petit peu fit. Et puis, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on n'est pas des triathlètes non plus. Et puis, il y a 2-3 athlètes que vous avez reçus qui sont bien plus hauts que moi en termes de nutrition et en termes de tout ça, ouais. Et la préparation d'avant-match, ça ressemble à quoi ? Alors, c'est un petit peu individuel et ça dépend un petit peu de tout le monde. Les 2 balayeurs, on échauffe quand même beaucoup le haut du corps, donc tout ce qui est articulation, les épaules, les coudes et compagnie, parce que c'est vrai que si tu commences à balayer pas échauffé, tu vas le sentir assez vite. Et nous, on est assez sujet aux tendinites et compagnie, donc tu le sens en fin de saison généralement. Là, au jeu, je le sentais bien quand j'étais pas échauffé ou quand j'étais moins bien échauffé. Donc on essaie d'avoir un bon échauffement. Et puis après, c'est important aussi au milieu de l'échauffement ou au sein de l'échauffement de faire un peu de visualisation de ta technique. Parce qu'on le dit toujours, le curling, c'est les échecs sur glace. Et du coup, tu dois vraiment être très très propre techniquement et puis vraiment ultra sharp pour savoir exactement comment lancer ta pierre, quelle est la bonne vitesse. Avant le match, tu as aussi un entraînement de 9 minutes, donc c'est là où tu vas vraiment voir la vitesse de la pierre, comment est-ce que ça curle aujourd'hui sur cette glace. Et puis c'est vraiment propre à chacun. Moi, je sais que je m'échauffe beaucoup jusqu'à 7-8 minutes avant l'entraînement sur glace. Et après, je vais me mettre derrière la piste, je vais m'accroupir et puis je vais visualiser toutes les lignes. Donc voir, voilà, c'est ici que je devrais, entre guillemets, passer pour mettre ma pierre là. C'est vraiment propre à chacun. Je sais qu'Yannick, il utilise la musique, moi, je n'utilise pas. Mais vu que c'est un sport mental, on se fait vraiment confiance. Et tant qu'on arrive à 100% sur la glace, c'est ce qui est essentiel. Et on le fait assez bien, je crois. Et maintenant que j'y pense, tu parlais du fait que vous êtes assez sujet à des tendinites ou autres. Je pense que vous devez... Enfin, même on l'a vu, vous avez des fois des tapes ou comme ça. Vous avez un staff qui vous suit ou... Par exemple, tu parlais des grands chelems au Canada. Vous avez un physio avec vous qui vient ou vous êtes vraiment que les 4 ? Sur les grandes compétitions, on a donc championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques. On a le physio de la Fédé qui s'appelle Courdine, qui est devenu vraiment aussi un pote... Sur la table du physio, c'est physio et psychologie. Quand tu gagnes un match, tu vas parler du match. Quand tu perds un match, il va vraiment être le psychologue de l'équipe. Et lui, il le fait ultra bien. Je veux dire, il est absolument génial pour ça. Donc on est content d'avoir Courdine, mais par exemple pour les grands chelems, il vient pas parce qu'il a son cabinet à Bâle. Donc il doit aussi faire son travail à côté. Il a 2 gosses, donc pareil, il a la vie de famille et tout ça. Mais au Canada, généralement, il y a les grands chelems, ils organisent eux-mêmes des physios. Donc là, on s'inscrit si on a besoin. Et puis il y en a qui sont mieux que d'autres, mais au Canada, j'ai l'impression qu'ils sont assez calés en termes de physiothérapie. Donc généralement, il y a des traitements qui sont assez bien faits. Ils mettent les aiguilles au bon endroit et puis ça fonctionne. Faut faire confiance pour qu'un physio canadien, il te mette des aiguilles. Moi, je ferais pas confiance. Mais je leur dis toujours parce que généralement, ils sont un petit peu tendus ou ils essayent... Ils n'ont pas envie de faire trop, et puis je dis non, mais tu fais ton travail. Moi, je fais du curling, moi, je viens là te voir, je te fais confiance et tu fais ton truc. Et puis généralement, ça fonctionne assez bien. Mais il faut y aller détendu quand même, parce que c'est vrai que quand ils te balancent une aiguille et puis que 2 heures après, tu joues contre la meilleure équipe canadienne, tu te dis ouais, j'espère quand même qu'il la met au bon endroit. Mais on fait confiance et puis voilà, ça fonctionne bien. On va juste recentrer aussi un petit peu sur, même si on en a déjà beaucoup parlé, mais sur les JO là, qui viennent de se dérouler à Milan-Cortina.
C'était pour toi tes deuxièmes, mais cette fois en tant que titulaire, on peut dire, enfin membre de l'équipe à part entière. C'était la même magie que les premiers à Pékin? Ah, c'était ultra différent. Pékin, dans mon cœur à moi et dans mon petit cerveau de gamin qui regardait le curling, c'était absolument gigantesque. Je veux dire, on a joué le curling dans l'ancienne piscine, là où Michael Phelps il a fait tous ses records. Et tu rentres dans les... Bah, tu vois, j'ai encore la chair de poule. Tu rentres dans les couloirs et tu as les photos de Michael Phelps avec sa routine là. Et là, tu te dis, ah ouais, on est quand même dans un endroit de ouf. Mais par contre, l'ambiance olympique à Pékin, c'était vraiment ultra différent. Tu avais des masques, des tests Covid tous les jours. Ils venaient te chercher dans l'appart en sonnant même pas pour te demander de faire un test Covid. Donc ça, c'était dur, mais c'était quand même magique. Par contre, la Cortina, tous les gens qui étaient là-bas pourront le confirmer. C'était dans les montagnes. Il y avait plein de neige, il y avait une ambiance absolument féerique. Enfin, c'était vraiment les Jeux Olympiques. En plus, le village, c'était un petit camping olympique, machin. C'était trop spécial, quoi. Et puis, le fait d'avoir joué comme ça, d'avoir fait rêver toute la Suisse avec le curling pendant 10 jours, je crois que ça rend encore la chose un peu plus incroyable. Mais c'est les Jeux Olympiques. Enfin, quand tu vois tout le monde avec sa veste, nous, on avait notre veste rouge, les Canadiens, leur truc et tout le monde habillé la même chose. Ça fait quand même quelque chose. Et puis là, à Cortina, c'était vraiment spécial avec la neige en plus. C'était un vrai village olympique et des vrais JO. Ouais. Et puis le fait d'y participer en tant que titulaire, ça a changé quelque chose pour toi ou pas plus que ça? Oui, bah oui, bien sûr. Là, t'as pas le droit d'espérer que l'équipe gagne. Tu dois faire en sorte que l'équipe gagne. Parce que quand t'es sur le banc, bah, T'es un peu à part leur dire, allez les gars, vous êtes trop forts, je vous aime, tu peux rien faire, tu vois. Là, à part me dire à moi-même que je suis trop fort que je m'aime, et que je m'aime, ça va pas changer grand-chose. Donc on a dû se battre et se bouger les fesses, mais je crois qu'on a bien fait. Et puis en tant que sportif d'élite et en tant que sportif professionnel, tu rêves de ces moments-là. La pression, c'est un privilège, je le dis toujours. On avait un max de pression avant de commencer les Jeux, mais au final, c'est trop cool. Enfin, t'es là, t'es le spectacle, c'est toi pour une fois, c'est vraiment toi que les gens regardent. Et ça, c'est absolument génial. Enfin, moi, j'ai adoré être stressé avant le match contre les États-Unis. Et je l'ai encore plus adoré quand on les a battus. C'était encore plus génial. Tu parlais de la veste rouge et vous portiez aussi un maillot un peu spécial, je crois, parce que c'est Benoît qui l'a dessiné, c'est ça? Ouais, le maillot, en fait, Benoît, je crois qu'il a travaillé sur les 3 derniers maillots un petit peu du curling. Et puis, ce maillot-là, on a vraiment demandé, vu qu'on était qualifié en avance, si on pouvait avoir un peu carte blanche avec la fédération. Alors bon, comme avec toutes les fédérations, c'est un peu le branle-bas de combat pour avoir vraiment à 100% ce qu'on veut, mais à la fin, il a réussi quand même à pousser pour qu'on ait quelque chose de vraiment joli. Et puis le résultat, c'est que tout le monde le voulait, ce maillot. Donc on était quand même content parce qu'on a poussé avec la fédération qui nous avait fait un design un petit peu plus, on va dire, rocambolesque. Et puis voilà, on a réussi à pousser, sortir ça. Maintenant, il y a plein de gens qui l'ont commandé, donc on est très contents. Et puis le maillot est magnifique, je vais le garder toute ma vie. Bien sûr, parce qu'on a gagné la médaille avec, mais aussi parce qu'il est vraiment suisse avec les Edelweiss, la Jungfrau et tout ça. C'est vraiment très joli, je trouve. Et tu dis ça pas uniquement parce que Benoît est ton pote. Non, non, parce qu'au final, quand il l'a dessiné, il nous a aussi demandé notre avis. Donc bien sûr, c'est lui qui a fait tout le boulot. Il a regardé je sais pas combien d'heures je crois qu'il a regardé le carnaval de Bâle en entier pour voir les costumes traditionnels. Non, mais un malade le mec. Hein. Mais, il s'est chauffé. Mais il s'est vraiment chauffé et ça a donné absolument génial. Et franchement, je suis trop content. Si ça n'avait pas été Benoît, mais que ça a été le même design, j'aurais dit la même chose. Trop beau. Et tu l'as vaguement évoqué avant, c'est vrai que ce tournoi olympique, il a été secoué par des soupçons de tricherie lorsque Mark Kennedy a été accusé par les Suédois d'avoir retouché sa pierre après l'avoir lancée, ce qui est évidemment pas autorisé. Et le lendemain, tu dis avoir été témoin de la même chose contre ces mêmes Canadiens. Mais plus que l'action en tant que telle, c'est un peu la réaction, ou plutôt la non-réaction de l'arbitre qui, toi, t'a vraiment choqué. Ouais, parce que en fait, tout ce shitstorm aux Jeux Olympiques, moi, ça m'a fait trop rigoler. Et vraiment, mais ça m'a trop fait rigoler parce que tu touches ta pierre un petit peu, machin, tout ça, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de variables après. Il y a le balayage, il y a la glace, il y a le skippage, il y a le jeu aussi, parce que tu peux être large de ça. Si tu retouches ta pierre, tu vas pas la réussir. Donc ça m'a vraiment fait rigoler. Et en fait, le fait de m'être excité, c'est probablement avec le recul aussi le fait qu'on était contre le Canada aux Jeux Olympiques. Comme je t'ai dit avant, les Canadiens, c'est la grande nation du curling. On était en train de les battre.
et on était sûr à 90% de gagner ce match. Donc avec toute la pression et tout, je me suis juste excité avec le coach, mais au fond, en fait, j'avais complètement oublié qu'il y avait des caméras. Et si j'avais réfléchi ne serait-ce qu'une seconde à ça, je l'aurais jamais fait parce que j'ai vu après les chiffres sur Instagram et compagnie, je me suis dit mais purée, mais quel abruti. Et puis je sais que les Canadiens sont énervés avec moi maintenant parce que je les ai aussi accusés de tricherie. Mais en fait, je les ai pas du tout accusés de tricherie, j'étais juste énervé que l'arbitre qui était là et qui regardait ait vu quelque chose mais ne me réponde même pas. C'est le seul truc qui m'a agacé et c'était plutôt contre la fédération et pas du tout contre les Canadiens. Parce que comme j'ai dit à l'interview après, j'ai un respect immense pour ces gars. Mark Kennedy, en 2010, je le regardais devenir champion olympique. Moi, j'avais 9 ans. Enfin, à quel moment tu peux manquer de respect à des mecs pareils? Et puis, il fait ce qu'il veut. Le mec, il est champion olympique en 2010, il est redevenu champion olympique en 2026. Mais tu fais ce que tu veux, mon gars. Moi, je suis personne pour te dire que t'as triché. Fais ce que tu veux, gagne ta médaille. Et puis, j'aurais bien voulu jouer contre eux en play-off pour les battre. Mais au final, ils ont gagné l'or, on a gagné le bronze. Donc, on reste à notre place, bien assis dans le canapé. Et puis, tout ira bien. Décidément, t'es abonné au bad buzz sur les réseaux. Pas vraiment, non, mais pendant les jeux, ça en fait partie. Oui, ça bah, bien en fait sûr. partie. Tu sais que tu vas dire un truc, ça va être mal compris par la plupart des gens qui regardent jamais le curling. Mais nous, c'est génial. Il n'y a pas de mauvaise pub. Alors bien sûr, j'étais un petit peu frustré quand mes potes ils me montraient, parce que Yannick, il est venu me montrer dans le bus. Oh, regarde, t'as 850 000 vues, ils vont te faire chier les Canadiens. Au final, ils m'ont fait chier les Canadiens, mais c'est une bonne pub pour le sport. Et puis, ils ont gagné leur titre. Franchement, bravo à eux. Je pense que pour eux, ça n'a vraiment pas été facile pendant la semaine. Et j'ai un énorme respect pour ces gars d'avoir réussi à gérer ça, parce que moi, je pense qu'à leur place, j'aurais quand même pas très bien dormi la nuit. Les gars, ils ont gagné tous les matchs, ils sont champions olympiques, donc tant mieux pour eux, quoi. Pour revenir plus centré sur l'arbitrage, tu penses que ce serait bien d'avoir, comme au foot par exemple, un arbitrage vidéo, ou parce que vous êtes en auto-arbitrage, à part du coup là où il y a quand même du coup un arbitre. Non, mais en fait, il y a des arbitres qui sont toujours là. Et puis, dans certaines circonstances, les arbitres, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de match sans eux. Et c'est ça qui m'agace, parce qu'il y a certaines petites circonstances. Par exemple, si je tape mon balai, je suis un coutumier du fait, donc j'ai le droit de le dire. Ils vont tout de suite venir me dire « t'as pas le droit de faire, c'est pas dans le code de conduite du sport, etc. » Prochaine fois, avertissement. Mais par contre, là, on parle quand même d'une règle qui a clairement été enfreinte. On voit clairement des vidéos, qu'elles aient été légales ou pas, on s'en fiche, il y a des vidéos qui prouvent ça. Les arbitres sont là après pour voir, ils voient et ils font rien. Et puis c'est plutôt ça qui m'a agacé. Mais au final, je veux dire, on est en auto-arbitrage et puis j'ai vraiment l'impression aussi que le curling, ça doit continuer à être comme ça. On est un sport fair-play, on va continuer à l'être. Et puis c'est ce qui s'est passé à la fin de la semaine. Les Canadiens ont gagné, mais on n'avait pas tous envie de leur casser la gueule dans les tribunes. On leur a quand même dit bravo quand ils ont gagné l'or, et puis on le pensait vraiment. Enfin, c'était un super match de curling à la fin, ils ont gagné l'or. Et puis on est redescendu un petit peu tout seul, c'est ce qu'on a dit en zone mixte à la fin. On a dit au final, il y a une polémique, tant mieux, mais l'idée c'est que ça continue à être comme ça a toujours été. On s'arbitre entre nous, et puis les cochons seront bien gardés, quoi. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a une règle au curling où que tu te dirais, en fait, c'est comme ça, mais je sais pas pourquoi c'est comme ça, j'aimerais bien la changer. Plus qu'une règle, quelque chose de manière générale qui, dans ton sport, devrait évoluer selon toi? Alors peut-être quelque chose qui ne devrait pas évoluer plutôt, parce que je sais que c'est une discussion ces derniers temps de refondre un petit peu le balayage, donc de re-regarder un petit peu ces règles de balayage, parce qu'il y a certains athlètes et puis certains puristes du curling qui disent que maintenant il y a trop d'influence dans les balayeurs. Donc potentiellement, un joueur, il aurait que 50% d'influence sur la trajectoire de sa pierre et après, tout le reste, c'est le balayage. Et moi, bien sûr, c'est un petit peu égoïste de ma part de dire j'ai envie que les balayeurs ils aient une influence énorme, mais je trouve que c'est une immense chance pour notre sport d'avoir ce côté athlétique. De voir maintenant des grosses brutes qui ont des énormes triceps, qui ont des avant-bras qui te font peur, t'as vraiment pas du tout envie de les croiser à 23h à la rue du Maupas. Eh bien, je trouve que c'est un immense privilège pour un sport comme le nôtre qui a toujours été un peu catégorisé comme le sport de papy qui fume des clopes et puis qui boit des bières. Donc j'espère que ça va pas changer. Et puis sinon, une règle qui pourrait évoluer un petit peu, c'est peut-être, je sais pas si vous avez entendu parler de cette free guard zone, on n'a pas le droit d'enlever les 5 premières gardes. Et maintenant les équipes sont trop fortes pour tout tirer, donc peut-être rajouter une pierre en plus, faire une free guard zone à 6 au lieu d'à 5, ce serait encore plus génial, comme ça ce serait un joyeux bordel et puis ce serait encore plus intéressant pour les gens qui regardent, et puis faire des matchs plus courts.
Ça, ce serait génial pour nous les athlètes, mais aussi pour les téléspectateurs. Parce que vous avez regardé, je pense que vous étiez aussi crochés quand on a joué les médailles. Mais 3h30 de curling 2 fois par jour, enfin, faut pas déconner. Même en match de foot, des fois, on regarde Instagram parce qu'ils se font des passes. Alors, un match de curling, j'ose même pas imaginer l'angoisse. Tu parles de ces matchs au jeu. Vous avez terminé le round robin invaincu avec 9 victoires en 9 matchs. Un exploit qu'une seule équipe avait réalisé auparavant. Par contre, vous vous êtes incliné en demi-finale contre ces satanés écossais. Est-ce qu'on peut parler de défaite au pire moment ? Ah ouais, bien sûr, on sait très bien. Avant les Jeux Olympiques, le leitmotiv de l'équipe, c'est se qualifier pour la demi-finale et après, ça recommence. Nous, on a eu la chance et le privilège de se qualifier 9-0, mais voilà, on sait très bien que c'est une nouvelle compétition qui recommence et on était au courant aussi, nous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on a fait un match vraiment très très solide jusqu'au 6e end. Là, le 6e end, c'est une histoire de millimètres, d'un tout petit peu plus de balayage, d'une trace qui était peut-être encore un tout petit peu fraîche et qui a curlé un peu plus. Là, on est vraiment dans des détails. Et voilà, si on fait 2 au 6e end, on gagne le match. Malheureusement, ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'ils avaient encore une chance de gagner. Et puis, leurs épaules, elles ont vraiment explosé à ce moment-là. Et ils nous ont donné un sacré combat. Au 7e end, on refait un end de malade. On s'est dit, bon voilà, il faut tourner le truc. On fait des pierres magnifiques. Et puis là, Bruce Mawat, quoi. Le capitaine écossais, c'est juste phénoménal ce qu'il arrive à faire sous pression. Et je sais que contre nous, il sort toujours son match référence de la semaine. Et tu peux le voir de deux manières. Tu peux te dire, oh non, j'ai envie de me cacher dans le canapé. Ou alors, tu peux te dire, mais en fait, c'est trop bien parce que la meilleure équipe du monde joue toujours le meilleur curling contre nous. Et c'est une énorme preuve de respect. On sait qu'on est une des meilleures équipes, ils savent qu'on est une des meilleures équipes, et du coup, on fait des sacrés combats. Ils nous battent un peu plus qu'on les bat, mais ils savent qu'en loupant 2 pierres par match, ils n'ont aucune chance contre nous. Donc voilà, il nous a battus cette fois. Malheureusement, parce que j'étais quand même fan de cette équipe en finale, ils ont perdu. Peut-être qu'on aurait gagné la finale, mais voilà, on ne le saura jamais. Et puis on a une médaille de bronze, et tant mieux. Exactement, et puis le lendemain du coup de cette fâcheuse défaite, vous êtes bien ressaisis, parce que finalement vous avez balayé la Norvège. C'est bien de dire balayer, ça, pas mal. C'est un petit jeu de mots travaillé. Bon. Ouais, non, mais on s'est dit le matin, en fait, on arrive au petit-déj, on était encore tous dégoûtés. Enfin, je veux dire, il y a des larmes qui sont tombées de nos yeux le jour d'avant. On a dormi à 2h, 2h30. Mais c'est normal, c'est les Jeux Olympiques, c'est toute la pression des 4 dernières années qui descend. Et là, on se dit, merde, c'est fini. Puis en fait, on arrive au petit-déj et puis on se dit, non, c'est pas fini. Il y a une médaille à aller gagner. Tu peux pas te permettre, après 4 ans, après tout ce qu'on a fait, moi, ça fait 15 ans que je joue au curling, que je rêve de ce moment-là, de jouer pour une médaille olympique. Tu peux pas te permettre d'y aller en mode, tant pis, on a perdu la demi-finale. Donc on s'est donné, au petit-déj, on a discuté une première fois, on s'est donné jusqu'à 1h30 le jour du match pour vraiment évacuer la pression. Donc il y en a qui sont allés au fitness, qui ont poussé leur rage dans des racks de bench press, je pense. Moi, je suis juste resté à la maison tranquille, à l'appart. Et puis après, à 1h30, on s'est retrouvés pour manger. On était tous de nouveau chauds comme la braise. Et puis on a bien joué le soir. Donc tant mieux, c'était cool. Je pense qu'on avait une bonne préparation et puis on méritait clairement cette médaille. Donc on n'avait pas envie que quelqu'un nous la vole après une demi-finale fâcheuse. Vous avez un peu survolé finalement cette petite finale. Ouais, après c'est toujours un petit peu délicat parce que le 2e end, il nous a quand même donné il a quand même vraiment loupé une pierre qui normalement je ne loupe jamais pour nous donner 3. Et au lieu de 1-0 pour nous, ça fait 3-0, ça tourne complètement le match. Après, ils ont dû prendre des risques, donc le score, il reflète pas du tout. En plus, on voit la dernière pierre, il fait son petit 360 pour faire le show. Mais voilà, s'il avait envie de mettre un point, ça aurait été 6-2 et pas 9-1 le résultat. Donc le résultat, il est un peu anecdotique. Ce qui compte, c'est ce qu'on a autour du cou. C'est aussi dommage pour eux parce qu'il faut un 4e. Malheureusement, c'est toujours la pire place. Et c'est une équipe sympa. Donc voilà, si on avait pu partager la médaille comme en saut en hauteur, on l'aurait peut-être fait. Mais ça ne marche pas comme ça et on voulait aller la chercher pour tout le travail qu'on a fait ces dernières années. Et c'est quoi les émotions que tu ressens au moment où c'est officiel, le match est terminé, vous avez cette médaille? Après le match, c'était encore énormément de déception. Parce que pour moi, là, c'était vraiment le plus dur. C'est là où je me suis rendu compte que on avait un niveau tellement magnifique cette semaine qu'on mérite presque pas seulement le bronze.
Et du coup, là, c'était dur parce que tu te dis, bah mince, c'est fini, c'était mon dernier match olympique. Enfin, tu peux jamais. J'aimerais pouvoir jouer les prochains, mais tu peux jamais compter avec le fait que dans 4 ans, tu vas jouer les Jeux olympiques. Donc, c'est ton dernier match olympique, tu as une médaille, mais tu n'as pas pu faire mieux que la médaille de bronze. Dans le tunnel, il y a encore de nouveau des larmes qui sont tombées. On a mis encore 5-7 minutes avant d'aller vers les journalistes et puis de donner des réponses que tu dois être digne devant les journalistes. Tu peux pas arriver et dire tant pis, maintenant laissez-moi tranquille, c'est fini. Et puis voilà, après on a fait le doping, la conférence de presse et on a fait une sacrée bringue à la maison suisse. Et ça a bien aidé. Ça, c'était la meilleure soirée de notre vie, je crois. Peut-être que Benoît, c'était la deuxième meilleure soirée parce qu'il avait déjà eu une médaille, mais nous, on a fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on a bu un peu 2-3 bières de trop. Et puis, c'était une soirée absolument géniale. On est rentré à 5h du mat au village. Et puis voilà, c'était sympa. Et finalement, c'est là que tu te dis peut-être que tu as de la chance que votre sport soit relativement peu médiatisé, parce que du coup, vous n'êtes pas spécialement paparazzi. Parce que je pense qu'on se souvient tous des vidéos de Marc Odermatt et Alex Simonet au Londoner à Kitzbühel. Au moins, vous, a priori, vous vous êtes bien lâchés, mais ça restera entre vous. Alors, il y avait des caméras, on savait, et on a quand même fait gaffe à pas faire n'importe quoi. Mais je veux dire, on était juste euphorique, quoi. Et c'est dans ce sens-là que la soirée était mémorable. Mais la seule bêtise que j'ai faite, maintenant je peux le dire, bon, j'espère qu'ils vont pas m'embêter, c'est que j'ai dû amener mon petit frère au village. Parce que, en fait, mon petit frère, il était à l'Airbnb avec ma famille à 2 heures de Cortina. Et il m'a dit, ouais, j'ai trop envie de faire la fête avec vous, vas-y, je reste. Que je dis, bon, vas-y. Et puis du coup, j'ai négocié avec 2-3 familles qui étaient là, si peut-être ils pouvaient les prendre à l'Airbnb de Cortina. Sauf qu'à 5h du mat, tu sais comment ça va en fin de soirée. Les familles qui avaient promis qu'il y avait un canapé, bah, on les trouve plus dans la boîte. Donc la seule solution, c'était de prendre le petit frère avec nous au village. Mais la sécurité du village, en théorie, il n'arrive pas à la passer. Donc je lui ai donné ma veste suisse olympique, je lui ai donné mon pull suisse olympique, ma casquette et tout. Puis j'ai très bien fait scanner mon accréditation à moi. Et lui, il est passé tranquille, on a bien dormi. Puis le lendemain, on est rentré à la maison et puis tout allait bien. Donc, c'est la fin des Jeux, ça, ok. C'est la fin des Jeux. Le lendemain, il y avait plus de sécurité. Donc j'imagine que peut-être ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur qui avait été faite. J'espère pas me faire engueuler par le CEO après ça, mais bon, c'est passé. Il n'y a pas eu mort d'homme, tout va bien. Et donc la fête, vous l'avez faite à la Maison Suisse ou après? Ouais, on a fait à la Maison Suisse et après on est allé dans une boîte. Et puis ouais, c'était rigolo. En fait, les Italiens du curling, ils s'entraînent souvent à Cortina. Donc ils nous ont dit, ouais, il y a 2-3 boîtes, machin, il y a 2-3 trucs. Et puis les journalistes nous ont dit qu'ils étaient là-bas aussi. Donc certains journalistes nous ont dit, ouais, il y a une boîte. Donc on n'est pas allé dans la boîte des journalistes parce qu'on n'est pas stupide. On sait très bien qu'ils étaient là pour nous filmer aussi dans nos grands moments de gloire, on va dire. Mais voilà, on est allé dans une boîte pas loin. Franchement, on a eu du plaisir. Tout le monde est sorti, les 4, vous êtes sortis? Ouais, on est sortis avec les coachs aussi. Puis j'ai des vidéos sur mon téléphone de mon petit frère qui danse avec le coach avec les lumières allumées. C'est magnifique. Donc les lumières étaient allumées. C'est déjà une bonne nouvelle, c'est dire qu'on a fini la soirée comme il fallait. Pour revenir un tout petit peu plus sérieux sur... tu parlais de cette médaille qui, en fait, du moment que vous l'avez remportée, vous étiez quand même encore un peu amer et triste. Maintenant, quand tu la regardes, tu ressens quelle émotion? C'est un mot qui est très tabou dans notre équipe parce qu'on rigole toujours des proud Canadian, proud USA, proud, mais on est assez fiers de nous quand même. Je suis assez fier du travail qu'on a accompli ces 4 dernières saisons parce que je me souviens, c'est assez paradoxal parce que quand je la vois, je me souviens de ce qu'on s'était dit au tout début à notre premier meeting ensemble les 4. Moi, j'étais encore un petit peu impressionné, je vais pas te mentir. Il y avait Benoît et Sven que je connaissais. Mais là, c'était parti, quoi. C'était, ok, tu rentres dans la meilleure équipe qui va probablement jamais avoir existé en Suisse et tu n'as plus le droit à l'erreur. Et quand on commence à parler, ça parle direct de médailles olympiques, de top 5 mondial, de gagner des championnats d'Europe, de gagner des grands chelems. Alors, on n'a pas gagné de championnat d'Europe, mais on a gagné un grand chelem, on est dans le top 3 mondial, on a une médaille olympique. Et quand je la vois, je me dis, on a quand même fait 2-3 trucs justes. Et ça, c'est la plus belle récompense. Et puis voilà, elle est en bronze. C'est pas la plus belle couleur par rapport aux médailles olympiques, mais ça résume assez bien notre parcours. On est les petits Suisses sympas qui, au final, sont quand même contents avec le bronze. Et puis on est très fiers de ce qu'on a fait. Et c'est une médaille olympique. Peu importe la couleur et peu importe la valeur, elle va rester assez précieusement dans mon salon pendant de longues années, j'espère. Puis il faut se laisser une marge de progression quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est très beau de rêver. Et puis, il y a encore de quoi rêver vers le haut. Donc ça, c'est
Ça, c'est le mieux qu'on peut souhaiter, quoi. Si on peut en amener une autre dans 4 ans, je vous inviterai avec plaisir dans l'émission numéro 200 et quelques pour reparler de la prochaine médaille. Ouais. Non, médaille d'or d'un côté de la télé, bronze J'espère. de l'autre, franchement. Tu penses que sans votre coach, du coup, Glenn Howard, qui est, du coup, comme on a compris, un peu le Messi ou le Ronaldo du curling, vous l'auriez eu, cette médaille? Moi, je pense pas. Au fond, je pense pas parce que toi qui connais le foot et moi qui suis un fan de foot aussi, si tu as un entraînement avec ton équipe demain et qu'il y a une méga star qui vient, un Messi qui te dit tu dois t'entraîner comme ça, tu dois te placer ici, la tactique c'est comme ça, tu peux potentiellement jouer en 4-3-3, en 4-2-3, en 4-5-2, j'en sais rien quoi, tu vas de toute façon suivre ce qu'il te dit. Et Glenn, avant la médaille de bronze, il nous a dit, il a posé son cahier, il l'a lancé sur la table, il a dit les gars, je suis autant déçu que vous, mais c'était un privilège d'être avec vous et c'était une fierté de faire partie de cette équipe. Et quand tu as un mec comme ça de ton sport qui te dit ça dans les yeux, t'as pas le droit de foirer. C'est impossible parce que si tu foires, c'est vraiment que t'es faible ou alors que t'as rien à faire là, quoi. Enfin, je sais pas, si Messi vient de dire vas-y, tu tires ton coup franc, maintenant j'ai foi en toi et il te donne le ballon. Non, tu te déchires pour lui, c'est T'as clair. intérêt à bien le rouler en dessus du mur. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, donc on Ouais, puis était. c'est pas un mec de ton sport, c'est le mec de ton sport presque. Et surtout que lui, il n'a jamais eu la chance d'aller comme joueur aux Jeux Olympiques. Il a perdu 3 fois la finale du trial canadien. Et on sait comme c'est difficile là-bas. C'était 3 fois le pire moment de sa vie. Et puis le fait qu'il vienne avec nous, qu'il réussisse à gagner une médaille olympique avec nous, qu'il nous fasse gagner la médaille olympique, clairement, il nous a clairement aidés. Et ça, je suis trop content d'avoir Glenn Howard dans mes contacts WhatsApp. Maintenant, le petit Pablo serait assez fier de lui s'il savait ça. Ouais. Et donc, on a parlé de tes performances au jeu, mais est-ce que tu as pu malgré tout suivre un peu les autres sports et suivre notamment les performances des Suisses à Milan-Cortina? Ou tu étais vraiment dans ta bulle? Si, non, on a suivi un petit peu. On était pendant longtemps dans le même... nos bungalows, ils étaient au même endroit que les bobbers, en fait. Et du coup, on a un petit peu fait copain-copain avec eux. Alors, eux, c'est des sacrées montagnes, purée. Ils mangent, ils ont 3 assiettes comme ça au buffet et tout. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'ils mangent tout ça? Mais ils sont super sympas, ils étaient vraiment trop cool. Et puis, ce qui était hyper malheureux, c'est qu'à cause du championnat suisse, on n'a pas pu aller voir leur dernière manche, là où ils font la médaille. Donc, on était dans le bus, en train de rentrer, et on avait tous notre écran. Et moi, j'étais en avance sur les autres. C'est toujours un peu la blague. Tu sais, quand tu regardes un live stream, il y en a un qui est un peu en avance. Et moi, j'étais le premier. Et quand ils passent la ligne, les Allemands qui sont 3 centièmes derrière, j'ai crié de toutes mes forces. Et puis, le soir où ils ont fait la fête avec les curleuses qui étaient encore là, qui ont, elles, joué la finale le même jour. Et puis Amadou, un des pousseurs, il m'a écrit, il me dit « Ouais, mais vous êtes où? On voulait faire la fête avec vous. » Et j'étais là, purée, trop dégoûté parce que eux, c'était vraiment une surprise qu'ils fassent une médaille. Et ça aurait été la deuxième plus belle soirée à la suite. Alors ouais, on aurait été contents, mais ça, c'est clairement la performance qui m'a marqué le plus des autres sportifs. Puis bon, les skieurs, tu veux dire quoi? Ils gagnent toutes les médailles d'or. Tout va bien pour eux, tant mieux. Et puis on est très fiers d'avoir fait partie de cette équipe aussi à notre manière. Ouais. C'est des belles rencontres en soi, c'est beau. Ouais, on n'a pas pu rencontrer les skieurs parce qu'ils étaient à Bormio et nous à Cortina. Mais ouais, tous ces athlètes et puis les bobbers, on est un petit peu dans le même mood, tu sais. On est un sport qui est très peu médiatisé. Et puis tous les jeux, tout d'un coup, oh ouais, on parle de ça, etc. Et du coup, on s'est juste bien marré. On a joué de temps en temps à la Switch dans le bureau suisse olympique. On regardait les matchs de curling, ils nous demandaient un petit peu des conseils au niveau de la tactique et puis on a bien rigolé. Et puis voir le bob en vrai, c'était assez impressionnant aussi parce qu'il court vite et c'est pentu, cette bêtise. Puis si tu pouvais, pendant 24 heures, être un autre sportif, t'aimerais être qui? Si je pouvais, pendant 24 heures, être un autre sportif, je crois que j'aimerais quand même être Roger. Mais Roger aujourd'hui, parce que je pense que sa vie d'aujourd'hui, de mec qui a tout accompli, qui a tout fait, et qui partout où il passe est une icône parce qu'il est trop classe. Ça, si je pouvais choisir un jour dans ma vie d'être reconnu comme ça, juste parce que j'ai fait bien mon travail et parce que j'ai été un exemple pour tout le monde, ça, ce serait trop génial. Et puis sinon, ouais, pour un petit peu de folklore, peut-être être un des joueurs du Lausanne Sport, mais comme ça, je peux leur donner un petit coup de pied au cul et puis dire « Allez les gars, purée, là, il faut gagner un match parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu 3 points à la Tuilière. »
Mais non, je leur fais confiance et puis au final, je suis bien comme curler. Je préfère être moi. Peut-être ça vaut mieux pour les stades du foot aussi. Pour la fin de saison du LS. Ouais, ça vaut probablement mieux parce que sinon la relégation n'attend plus que moi. Au village olympique, tu as participé à la chasse aux pins? Pas vraiment. Yannick était à fond dans le truc parce que lui, il est arrivé avant aussi. Donc lui, il était avec sa femme et il était en mode olympique à donf. On est arrivé, son collier, c'était c'était Snoop Dogg le mec. Il avait des trucs brillants partout. Et puis moi, j'en ai échangé quelques-uns, mais non, pas vraiment. J'aurais pu parce que je suis assez bien à faire un petit peu le contact avec les gens. J'ai juste échangé avec le lead chinois parce que le pin panda, il était cool. Du coup, je lui ai donné un des miens il le voulait absolument. Je dis tiens, mais tu m'en donnes 3 en échange. Il l'a donné parce que pas bête, plastico. Et puis voilà, j'ai juste pris 2-3 pins aux compétiteurs de curling, mais sinon, pas vraiment de chasse. Pas plus que ça. Et à part les pins, il y a un autre objet qui était aussi très prisé pendant ces Jeux. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, bien sûr. Le stock de 10 000 préservatifs mis à dispo des athlètes par les JO a été écoulé en même pas 3 jours. T'as pas une, 2 histoires un peu croustillantes à nous partager? Alors j'aurais bien voulu, mais tu sais que nous, on a vu l'info comme vous. Parce qu'en fait, le seul moment où j'ai vu le nom préservatif dans le village, c'était sur la pharmacie après que tout ça ait explosé. Il y avait des feuilles A4, c'était marqué « Free condoms here ». Et du coup, j'étais là, il y en a aussi chez nous. Mais en fait, je pense que nous, en tout cas, on n'en a pas reçu quand on est arrivé. Parce que je sais que, par exemple, à Paris, 2-3 de mes potes qui sont allés à Paris, on avait carrément dans les chambres. C'était prêt. Après, c'est l'été, c'est que calor, c'est voilà. Mais nous, non, on n'a pas reçu. Mais j'imagine que, comme dans tous les Jeux Olympiques, il y a 2-3 histoires. Mais moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Et j'ai rien fait. C'est important aussi de préciser. On en parlait avant, en préparant cette émission, on disait peut-être que ceux de LA 2028, ce sera une autre ambiance. Ce sera avec nous, comme tu dis, un peu calme. Mais voilà, normalement, Non, sauf retournement, tu seras pas au JO 2028. Malheureusement, je suis pas un bon sprinter. Et puis, à part pour aller nettoyer les stades, s'ils ont besoin d'un petit coup de main de serpillière, il n'y a pas vraiment. Mais je suis quand même un grand fan des JO, donc c'est pas impossible que je me dise tout d'un coup, j'ai envie d'aller les voir. Mais comme je suis pas allé à Paris et que c'était à côté, j'imagine que je les regarderai à la télé. Mais je demanderai à mes 2-3 connaissances si la rumeur est vraie et puis je m'empêcherai de vous dire. Ouais. Pour revenir à ceux de Milan Cortina, il y a beaucoup de monde qui a critiqué le fait que c'était assez éparpillé finalement. Toi, tu l'as vécu comment? Alors pour nous, je pense que c'était le moins délicat parce qu'on joue tous les jours en fait. Je pense quand même que pour les hockeyeurs, effectivement, à Milan, alors eux, c'était le plus grand tournoi de hockey de l'histoire des Jeux Olympiques, donc c'était quand même un gros tournoi, c'était quand même très cool. Mais je crois que les Canadiens étaient dans des hôtels de luxe au centre-ville de Milan, il n'y avait pas vraiment d'autres sports, donc j'imagine que le village de Milan était un peu désert. Et l'atmosphère des Jeux Olympiques, comme on l'a vécu à Pékin, même avec les masques, là, c'était quand même assez ouf. La patineuse de vitesse des Néerlandais, elle était déjà là en 2022. Et puis on la voit se balader dans le village, il y a plein de gens qui veulent aller faire des photos avec et c'est quand même cool. Je sais qu'en été c'est différent, ils avaient une règle pour Roger Federer de faire des selfies seulement pendant 10 minutes je crois. Après ils n'avaient plus le droit et il devait partir tellement les gens lui couraient dessus à Pékin. Mais nous on a apprécié, c'était un petit peu champêtre, c'était une petite ambiance de grosse compétition à la montagne. Peut-être que ça aurait été cool d'être avec tous les athlètes, j'aurais bien voulu parler avec les skieurs, je te mens pas. Mais voilà, on a de la compétition tous les jours et nous, on devait tellement être dans notre bulle qu'au final, qu'il y ait les skieurs, les hockeyeurs ou que nous, ça change pas grand-chose. Mais on s'est bien entendu avec les bobbers et puis si c'était à refaire, on le referait volontiers. Ouais. Et j'ai cru comprendre que dans la halle de curling, les supporters italiens étaient assez chauds. Ouais, c'était une ambiance de foot. Mais il y a plusieurs gens qui m'ont posé cette question et qui ont dit « Ouais, comment ça a été quand vous avez joué contre l'Italie ?» En fait, quand tu joues contre eux, c'est pas un problème. Parce que comme au curling, tu joues en alternance, quand ils font une pierre de fou ou quand tu rates une pierre, mais bon, tu l'as ratée, c'est déjà fini, c'est là où ils explosent. Mais du coup, quand toi, tu joues, il n'y a pas vraiment d'influence. Par contre, quand tu joues en parallèle à côté d'un match de l'Italie, et eux, ils font un match de, je sais pas, ils font un coup de 3 par exemple, et toi, tu as une pierre à ramener à 1 millimètre, et là, le stade, il explose et tout. On a de temps en temps dû regarder un petit peu où on était la situation de l'Italie pour être sûr que ça ne nous arrive pas. Parce qu'au deuxième match, ça nous est arrivé contre la Chine, et puis c'était un match super serré à la fin parce qu'on s'est fait voler un point à cause de ça. Enfin, pas à cause de ça, mais ça a sûrement pas aidé.
Et voilà, mais au final, c'est magnifique et c'est tellement folklorique d'avoir des fans de foot pour du curling, alors qu'au fond, c'est normalement un sport très calme, très posé. Là, t'avais des vuvuzelas, t'es là, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est trop génial, quoi. Mais c'était un super souvenir. Dans le village, bon, tu as dit que tu as eu assez peu de temps pour rencontrer du monde, mais c'est qui la plus belle rencontre, enfin, le plus grand sportif que tu as rencontré dans ce village? Euh, hmm. Dans ce village, alors je sais qu'il y a Dario Colonia qui est venu pour l'élection du comité des athlètes du CIO. Nous, on l'a pas vu. Ça, je pense, ça aurait été le plus gros moment. Parce que Colonia, quand j'étais petit, comme grand fan des Jeux Olympiques, c'est une immense légende. Et même notre coach norvégien qui arrêtait pas de nous embêter avec Klébo, qui a gagné 25 médailles, là, je pense que s'il était à côté de Colonia, il aurait pas trop fait le mariole. Donc j'aurais bien aimé ça. Et puis sinon, c'est assez paradoxal, mais c'est notre chef de mission, Ralph Stöckli. Parce que c'est lui qui a gagné la médaille en 2010 pour le curling. Et puis 2010, je venais de commencer le curling à ce moment-là. Et pour l'anecdote, je sais que je parle beaucoup, mais c'est quand même rigolo. Juste avant les Jeux, j'étais allé les voir à Berne pour un match de championnat suisse et je leur avais demandé un maillot. Et j'ai toujours ce maillot aujourd'hui de l'équipe de Ralph Stöckli. Et Ralph Stöckli était mon chef de mission quand j'ai gagné ma médaille à Cortina. Donc ça, c'est une jolie histoire, c'est une jolie boucle. Et puis, je suis toujours super content quand il est là, surtout que maintenant, il est fan de nous parce qu'il veut qu'on gagne une médaille, alors que moi, c'était mon idole quand j'étais petit. Donc voilà, c'est une jolie roue et je suis trop content d'avoir... Ça refait un numéro WhatsApp un peu pas mal. Ouais, alors celui-là, je suis content. Ouais. Celui-là, je suis content de l'avoir. Mais ouais, je pense que c'est Ralph, ma plus belle rencontre, et puis c'était sympa. Donc tu dis que la plus grande star que tu as vue à ces Jeux, c'est Ralph Stöckli et pas Baby Curling. Ouais, non, baby curling quand même, si, mais baby curling, c'est les parents qui doivent gérer son star system maintenant. Moi, je vais pas parler de baby curling parce que déjà, j'ai pas les crédits, c'est pas le mien. Mais non, il était trop chou, il était trop cool et puis ça a bien fonctionné. Puis après la médaille, c'était sympa de le voir aussi sur la glace. Il a spawné comme dans un jeu vidéo. Il était là, baby curling avec son balai là, et puis c'était trop cool. Mais effectivement, il a fait des vues et puis il a mis aussi en lumière notre sport et notre équipe. Donc tant mieux pour lui. J'espère qu'il le vivra bien quand il aura 18 ans. Mais ça, c'est pas mon problème. En parlant de mise en lumière, on en a parlé depuis le début, mais comment est-ce que tu expliques que quasiment toute l'année, finalement, c'est un sport très peu médiatisé, les gens s'y intéressent malheureusement assez peu. Et pendant les JO, c'est le truc. Tout le monde regarde du curling. Ouais, si j'avais la recette magique, je trouverais très probablement une solution pour qu'on regarde encore un petit peu en dehors, mais j'ai vraiment l'impression, et je le dis avec beaucoup d'empathie pour mon sport, mais je crois qu'on est un petit peu le sport poubelle dans certaines circonstances, c'est-à-dire que tu as la première manche du ski, et après, tu as la deuxième manche du ski. Et entre la première et la deuxième manche, tu as un moment où tu n'as pas vraiment un truc. Et du coup, on va regarder le curling et tout ça. Et en fait, les gens, au début, ils se disent, ah ouais, bon, il y a le curling, vas-y, je vais aller couper les oignons pour faire la carbo à midi, là. Et puis en fait, pas d'oignons dans le carbo, mais bon, bref, c'est pas grave. Et après, ils se disent, ah ouais, mais en fait, c'est cool. Et après la deuxième manche, il y a à nouveau un match de curling. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, les gens, ils sont à fond. Ils nous écrivent sur Insta, après ils viennent nous voir à Berne. Ouais, je viens de Lyon pour vous voir et tout. T'es là, mais attends, t'as des Français qui regardent le curling qui viennent de Lyon pour voir. Attends, là, j'ai pas tout compris. Puis bref, ouais, c'est génial. Franchement, on est trop contents. Là, il y a 2-3 trucs qui vont se passer dans les prochains temps dans le monde du curling. J'espère qu'ils donneront un petit peu en lumière. Il y a une nouvelle ligue professionnelle qui est en train de se créer. Donc voilà, on va essayer de mettre un petit peu plus en lumière, mais au final, moi, si je me balade dans la rue tranquille, pépouze, incognito, ça me va bien. J'ai pas trop envie qu'on me reconnaisse tous les jours, donc si ça peut être que les 4 ans, ça va. Très bien. Ça me va. Et il y a aussi les fédérations, on a vu sur les réseaux typiquement, qui tentent de plus en plus de trucs, qui essayent vraiment de le mettre en valeur. Pour toi, ça passe aussi par là ? Oui, bien sûr. Ça passe aussi et surtout par le fait de faire essayer aux gens. Parce que le curling, c'est pas comme le bowling où tu arrives, tu prends des chaussures, tu lances ta boule et tu peux jouer. C'est vrai qu'il faut des prérequis. Il faut apprendre surtout que c'est assez dangereux. On le voit pas vraiment parce que la plupart des gens, ils se disent « Ouais, c'est trop facile ». L'exemple parfait de ces Jeux Olympiques, vous avez vu, il y a Snoop Dogg qui est venu essayer le curling. Et lui, il a mis la chaussure de curling et il a dit « No chance, I ain't doing that ». Parce que, en fait, ça glisse trop et c'est trop dangereux. Et du coup, c'est vrai que si on pouvait avoir plus d'initiation pour les écoles,
plus de temps de glace pour les enfants ou alors pour des gens qui seraient vraiment intéressés pour venir, ça passe par là. Et puis après, nous, on est toujours disposés à donner des cours à certaines personnes, mais on n'est que 4 et puis on n'a pas 200 000 jours par année, on n'en a que 365, dont certains où on joue, donc c'est pas facile. Mais toutes les personnes qui nous demandent pour venir essayer avec nous, si on est libre, on va le faire normalement avec plaisir. Bon, peut-être qu'on débarque un de ces 4. Mais vous êtes les bienvenus, vous avez mon numéro, donc c'est déjà, ça aide déjà. À bien, tout bientôt. Et du coup, tu dis, je pense que c'est un secret pour personne, mais souvent un sport peu médiatisé dit précarité. Toi, tu dis que maintenant, tu as la chance de vivre de ton sport, mais j'imagine que c'est de loin pas la majorité des gens. En Suisse, j'imagine que vous êtes peut-être même la seule équipe qui vit de ça. Ouais, j'imagine qu'on est la seule équipe masculine à vivre vraiment de ça. Après, bon, vous avez vu l'appart, vous avez mis vos spots, c'est pas le grand luxe, c'est pas la proéminence absolue, mais on arrive à payer les factures à la fin du mois, c'est le plus important. Et ça, c'est notamment grâce à plusieurs partenaires qui nous font vraiment confiance pour un sport comme le curling. Je veux dire, c'est assez inné d'avoir des sponsors pour du tennis, pour du foot, pour des sports vraiment médiatisés. Mais plusieurs de nos partenaires principaux, je suis allé les voir il y a 4 ans. J'aurais dit, j'ai envie d'avoir une médaille olympique, il faut nous faire confiance. Et c'est pas donné pour des entreprises comme ça de nous donner directement des sous et puis de nous faire confiance. Donc c'est par là que ça passe aussi. Et j'espère que cette médaille va nous aider un petit peu à médiatiser notre carrière et notre équipe pour potentiellement avoir 2-3 sponsors en plus et 2-3 partenaires en plus, parce que c'est par là que ça passe. C'est pas les prize money qui vont nous faire gagner notre vie, mais on a des partenaires qui sont très solides et qui sont ultra sympas et fiables, donc ça aide vraiment. Et c'est comme ça que ça marche pour nous. Mais c'est donc, pas les prize money. Ouais. Vous touchez rien de la fédération? Si, la fédération, on touche un petit peu, mais c'est plus des défraiements par rapport à nos performances en fait. On a un montant de base, je ne me rappelle plus exactement combien c'est par année si on est dans le cadre A, et si on était dans le cadre B, ce serait moins. Mais je crois que dans tous les autres sports, c'est comme ça. Suisse Olympique, ils ont un barème de règles qui est assez clair et net. Puis après, pour moi, individuellement, il y a l'aide sportive, il y a le Fonds du sport vaudois, il y a vos générations champions qui m'aident. Donc ça, c'est des aides étatiques, je peux les citer parce que c'est public, on peut trouver ça sur Internet. Et puis après, en dehors, c'est le sponsoring, les prize money. Et puis de temps en temps aussi des cours de curling qu'on va faire. Enfin, moi, je vais potentiellement aller faire un cours de curling à des entreprises parce que ça les intéresse. Et donnant, ils disent « Ok, on a un médaille olympique, on lui donne je sais pas quel montant pour l'aider à sa carrière. » Donc voilà, c'est de la gymnastique. Je suis pas sûr qu'un footballeur du LS, il va aller donner un entraînement à une 5e ligue pour gagner son salaire, mais c'est un truc qui me plaît bien et je trouve ça assez cool parce que je pense que pour le futur et l'après-carrière, tous ces contacts, c'est quelque chose de très précieux. Après cette parenthèse, on va dire, un peu enchantée à Milan Cortina il y a quelques semaines, il y a eu assez vite un contre-coup, on va dire, ce week-end avec les championnats de Suisse, où vous êtes du coup incliné en finale face à Team Glaris, Ouais. qui fait que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir aller aux mondiaux aux États-Unis à la fin du mois, sachant que vous êtes vice-champion du monde en titre. Est-ce que pour toi c'est un scandale qu'ils aient planifié ça directement après les Jeux, sachant que finalement vous avez fini le vendredi 20 février les Jeux et le lundi vous étiez déjà de retour comme en 40 directement pour les championnats suisses? Scandaleux, non, parce qu'ils ont aussi surfé sur cette vague et la semaine qu'on a vécue à Berne, elle était absolument magnifique. Tous les soirs, la patinoire était pleine à craquer. Ils n'avaient pas planifié assez de place. En fait, il y avait des gens qui étaient sur les bords de la piste à regarder. Donc ça, pour notre sport, c'est absolument génial et c'est la priorité absolue. Je veux dire, on peut finir 7e. Si on donne une bonne image du sport, moi, c'est le plus important. Après, c'est clair qu'on aurait bien aimé une semaine de repos en plus, mais qui sait ? On aurait potentiellement été aussi fatigué, peut-être mentalement plus fatigué aussi. Et puis les autres équipes se sont préparées pour ce championnat. On a gagné tous nos matchs jusqu'à la finale. On n'est juste pas arrivé à assez bien jouer en finale. On avait une équipe qui était vraiment les dents absolument acérées pour nous battre. Et puis voilà, c'est la petite histoire assez rigolote parce que cette équipe de Glaris, c'était mes plus grands rivaux en junior. Le dernier titre de junior qu'ils auraient pu avoir, je le leur ai chippé par un concours de circonstances assez improbable au 9e end.
Puis là, voilà, mon championnat du monde que j'avais trop envie de faire à la fin du mois, ben, ils me l'ont pris comme ça. Ils nous l'ont pris. Mais comme je le disais avant, voilà, on va mettre l'ego de côté et puis la frustration de côté. Et puis je regarderai quand même les matchs en espérant qu'ils en gagnent le plus possible pour ramener une médaille à la maison parce qu'ils nous ont battus. Et puis on sait qu'on est une très bonne équipe. Ils savent aussi qu'on est une très bonne équipe. Donc ils méritent d'être là-bas et aller la Suisse. C'est beau. Maintenant qu'aucune des deux équipes suisses médaillées au JO, donc la vôtre, le team Schwaller et le team Tirinzoni chez les femmes, ne disputent les mondiaux, est-ce que c'est quand même pas la preuve que le système suisse est un peu défaillant? Parce que si on a bien compris, je crois que la spécificité suisse, c'est qu'il n'y a pas d'équipe nationale et que du coup, en fait, toutes les équipes du pays sont en concurrence pour représenter la Suisse à l'international, donc c'est-à-dire aux Européens, aux mondiaux et aux JO. Bah, tu peux le voir comme défaillant, c'est clair. Nous, on peut le voir comme ça parce qu'on a perdu. Mais tu peux aussi le voir comme prometteur parce que bah, même lors d'un championnat suisse lors duquel on était fatigué, il y a deux équipes qui poussent derrière très fort et qui font des très bonnes performances. Donc il faut quand même voir ça. Nous, c'est clair qu'on est frustrés. Et puis si je veux donner la réponse politiquement non correcte et puis qui me ferait vibrer, je te dirais bien sûr c'est défaillant, c'est un scandale, on aimerait aller au championnat du monde. Mais au fond, c'est pas vrai. Ces équipes méritent leur sacre. C'était un best-of 3 la finale, donc c'était au meilleur des 3 matchs. On a perdu 2-1 les deux équipes olympiques. Ça veut dire que c'était un combat. Ils ont réussi à gagner le combat. Et puis l'équipe de Xenia Schwaller, par exemple, chez les femmes, elle est quand même 4e mondiale. Donc c'est pas rien non plus. C'est une équipe qui est performante sur la durée, sur toute la longueur du tour mondial. Les hommes de Glaris sont un petit peu moins bien classés, mais ils ont aussi gagné plusieurs matchs dans les grands chelems les dernières saisons. Donc voilà, c'est deux bonnes équipes et puis j'espère qu'ils pourront faire une bonne performance. Bien sûr que j'aurais espéré être à leur place, mais ma foi, c'est passé. Et puis la rancune, il faut la mettre à côté dans le sport de temps en temps et supporter la Suisse, ouais, franchement. Mais du coup, ça veut dire que là, votre saison, elle est terminée? Ouais, fini. Bah, c'est brutal parce que bien sûr qu'on planifie pas, on planifie jamais de gagner quelque chose. On planifie jamais, là, on s'est pas dit, voilà, on va au championnat du monde et tout ça. Mais vu le niveau qu'on a eu, je dirais, les 4 derniers mois, on gagne un grand chelem en décembre, on fait demi-finale de grand chelem en janvier, on devait probablement gagner cette demi-finale aussi. Après, on gagne, comme tu as dit, 19 matchs sur 22 en 2026. En février 26, tu te dis, bon, c'est un peu dommage et c'est un peu frustrant de ne pas aller plus loin. Mais voilà, la saison s'est terminée samedi, c'était brutal. Après le match, on était tous un peu sonnés. Mais bon, le point positif quand la saison se termine, c'est qu'il y a des vacances. L'autre point positif, c'est que je vais aller skier parce que finalement, j'ai le droit d'y aller. Donc je me réjouis trop et puis j'espère pas me blesser pour être en forme la saison prochaine. Mais je vais quand même avoir le temps, si jamais je me casse un petit truc, de me remettre sur pied. Mais on touche du bois. Je suis quand même pas, quoi. Et donc, bon, à court terme, la prio, c'est vacances, c'est ski. Et si on voit un petit peu plus loin, tu as dit qu'il allait y avoir des discussions dans l'équipe pour parler de l'avenir. Maintenant, l'objectif, quand même, tu as le sentiment que pour l'équipe, c'est de repartir pour un cycle olympique ou tout est ouvert? Tout est ouvert pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui est officiel. Donc, j'ai pas envie de faire de plan sur la comète avant qu'elle se soit écrasée. Mais j'ai l'impression qu'on a tous tellement de plaisir à jouer au curling. On a tous tellement de plaisir à être ensemble. Et la constellation qu'on a créée maintenant aussi avec les deux coachs, elle est tellement fabuleuse que ce serait... Il y a une part de nous qui trouverait ça trop dommage d'arrêter maintenant. Donc j'imagine qu'on est un peu tous comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de continuer. C'est le seul truc que je peux dire, c'est que moi, la flamme, elle est toujours là et je donnerai tout pour continuer encore ça pendant au minimum 4 ans. Je pense que je suis pas le seul, mais on va se mettre autour de la table la semaine prochaine. Peut-être qu'on décidera à ce moment-là, peut-être que certains auront besoin d'encore un petit peu de temps. Mais plus vite on décide, mieux c'est aussi pour les partenariats dont je te parlais avant, parce qu'on peut surfer encore un peu sur cette vague olympique. Et puis j'espère qu'on continue, parce qu'à mon avis, on a encore des belles histoires à écrire ensemble. Et puis Glaris, c'est bien pour ce championnat du monde, mais on espère que pour les prochains, ce sera quand même de nouveau nous et qu'on remettra l'église au milieu du village assez vite. Ouais. Parce que du coup, là, vous retrouvez la semaine prochaine. Ouais. Et ensuite, après, si vous continuez, c'est quoi? Vous faites une pause jusqu'à quand avant de repartir à l'entraînement? Alors en août, comme je disais avant, mi-août, il y a une compétition à Baden. Donc c'est toujours le début de la saison. Et puis vu qu'on est en Suisse, on est un peu obligé d'y aller. Enfin, c'est une compétition suisse, on est médaillé olympique, on doit y aller. Même si c'est tôt. Enfin, 12 août pour jouer au curling, moi je suis plutôt en Bermuda au bord de la plage. Mais bon, on va y aller. Et puis je dirais que voilà, ce sera 3 semaines avant ça, l'échéance maximum pour remettre les pieds sur la glace.
Mais la flamme, elle va brûler avant. Hein. Je veux dire, s'il y a de la glace en juin et que j'ai rien d'autre à faire, bah, je vais aller m'entraîner. Parce que même 2h40 de route, j'adore ce sport, j'adore ce que je fais. Donc, c'est mon boulot et de temps en temps, tu dois aussi aller au boulot. T'as pas le choix. Des fois, c'est comme ça. Tu te réveilles le matin, bah, il faut y aller. Donc, potentiellement, qu'en juin, on sera déjà sur la glace. Mais on va déjà discuter, on va déjà prendre un peu de repos et puis profiter aussi de cette médaille. Parce que je crois que c'est le plus important. Maintenant, on est encore déçus du championnat de Suisse, mais je crois qu'on aura le droit aussi de profiter les prochaines semaines de ce qui va nous arriver parce qu'il y aura des moments sympas. Ouais. Ouais, c'est clair. Et bon, finalement, si on voit à peu près moyen terme, vous avez été vice-champion du monde, vice-champion d'Europe. Il y a encore des trucs à aller chercher au final. Ah bah bien sûr, bah, cette médaille d'or, on l'a pas encore. Hein. Cette médaille d'or, on l'a pas encore. Cette année, on n'a pas de médaille d'or, même en Suisse. Et pour des athlètes professionnels qui s'entraînent tous les jours et qui ont faim, ça c'est la pire nouvelle pour la concurrence. Parce qu'ils savent qu'on va arriver comme des malades et qu'on aura ultra faim l'année prochaine. Parce que ces équipes qui nous ont battus, bah, on les aime bien, hein, mais on a envie de les écraser la prochaine fois. Donc on va se battre comme des malades et puis on espère faire une belle saison l'année prochaine et amener une breloque en or finalement autour du canapé. On le souhaite, ouais. Et on en a un petit peu parlé, mais le club de tes débuts, donc le club olympique de Lausanne, est à l'arrêt depuis quelques années. Est-ce que tu te verrais t'impliquer pour le faire renaître ? Moi, j'aimerais bien, mais la balle n'est pas vraiment dans mon camp, dans le sens qu'actuellement, j'ai vraiment d'autres priorités. Actuellement, j'ai Je dis vraiment... peut-être plus à plus long terme. Oui, bien sûr. Ben, on voit Peter, par exemple, de Cruz à Genève, qui est le manager maintenant d'un club qui fonctionne très bien, qui est pérenne, qui fait des événements géniaux. Il y aura le championnat du monde mixte dans 1 mois et demi maintenant là-bas. Bien sûr qu'à long terme, j'aimerais pouvoir travailler dans le curling, mais c'est un sport de niche, c'est un marché de niche aussi. Donc s'il n'y a pas de curling à Lausanne, ça va être compliqué. Si on a, je serais extrêmement fier d'en faire partie, mais c'est clair que j'ai mes idées, j'ai mon caractère, et puis peut-être que ce ne sera pas les bonnes idées et pas le bon caractère. Donc j'espère pouvoir les aider. Ils savent que s'il y a besoin de moi, je serai toujours là, et mon numéro, il n'y aura pas beaucoup de sonneries avant que je décroche. Donc bien sûr que je ferai le maximum pour que ce club renaisse, parce que c'est mon club de cœur et c'est là où j'ai commencé. Mais actuellement, la balle, elle n'est pas vraiment dans mon camp. Je pensais plutôt dans le camp des autorités et puis des dirigeants actuels du club. Et puis, s'ils ont besoin de moi, je serai là le jour où ça vient. Ouais. Tu aimerais refaire équipe avec Anthony Petou et toute la clique de l'époque ? Mais bien sûr, ça c'est clair que c'est des discussions qu'on a tout le temps. Et puis c'est clair que nos chemins sont un petit peu séparés d'une manière ou d'une autre. Par exemple, samedi pour le championnat de Suisse, il y a Théo, mon ancien numéro 1, et puis Kevin Froidevaux, mon ancien coach, qui sont venus nous voir. Et puis à la fin, on a tapé des thèses et puis on était là, ouais, alors là, il y a un tournoi à Besançon, un truc en Norvège, là, on pourrait peut-être jouer ensemble parce qu'on a trop envie. Ouais. En termes professionnels, ça va être plus compliqué parce que bah, voilà, là, je crois que je suis vraiment dans l'équipe il y a tout le monde qui rêverait d'être dans l'équipe dans laquelle je suis. Si je peux continuer avec eux, tout le monde comprendra que je veux continuer avec eux. Mais si on peut faire 1 ou 2 tournois un petit peu plus pain fromage et amicaux, on va pas se priver. Et puis on est en tout cas en train de discuter de faire ça. Parce que le curling des débuts et puis cette équipe, ça dépassera jamais tous les succès qu'on a avec eux. On se marrait quand même vraiment bien. Donc ta prochaine grosse échéance, c'est la semaine prochaine lors de la discussion Je vais amener des bons arguments, ça c'est sûr, parce que j'espère que j'aurai pas trop à argumenter pour ce qu'on a fait ces 4 dernières années et ce qu'on peut encore faire. Mais j'ai 2-3 arguments dans le tiroir que j'amènerai au cas où, parce que je pense que voilà, ça doit pas être fini cette équipe, mais voilà, on va communiquer le jour où ça doit être communiqué. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Je sais que moi, je veux continuer, et puis du coup, vous risquez de me voir autour d'une patinoire de curling l'année prochaine. Reste à savoir avec qui. Magnifique. On arrive gentiment au bout, mais pour résumer un peu toute ta carrière, est-ce que tu pourrais nous donner ton meilleur souvenir ? Meilleur souvenir de carrière, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de bons souvenirs. Laisse-moi réfléchir. Je pense que mon meilleur souvenir de carrière, c'était le match d'ouverture du championnat du monde 2023 à Ottawa, au Canada. On joue le Canada dans une patinoire blindée à mort et on joue la légende du Canada, Brad Gushue. Donc tout le monde l'adore. Et moi, j'arrivais à ce moment-là, j'ai fait exprès de mettre mon casque à réduction de bruit parce que je savais qu'il y avait du monde et j'avais pas trop envie de me faire alpaguer.
Et avec la réduction de bruit, j'entendais que ça nous criait dessus « Oh, Swiss guys, losers » et tout ça. Et là, j'étais là « Ah ouais, ok, c'est vraiment ça ». Et c'était mon premier championnat du monde comme titulaire. On arrive là, on était sur la piste du bord, à côté du mur de spectateurs, et on écrase le Canada 8-2, match d'ouverture. Et là, quand tu sors du stade, tu te dis « Purée, on a fait le truc de malade, quoi. C'est bon, on est arrivé ». Et puis, c'était mon premier championnat du monde. J'ai joué 100% le premier match. Donc voilà, je suis arrivé dans la cour des grands par le bon endroit. Malheureusement, ils ont pris leur revanche sur la même piste en demi-finale du même championnat du monde. Donc voilà, on perd les mauvais matchs. Mais je crois que c'était vraiment mon meilleur souvenir. En plus, il y avait l'ambassadeur suisse au Canada qui était là. Donc c'est aussi ouais, c'est une belle preuve de respect d'avoir des gens du politique qui sont là pour nous soutenir. Et puis, on avait fait un joli match et un joli tournoi. Et on avait ramené une médaille de bronze. Donc, comme d'hab. Évidemment. Et je vais jouer les rabat-choix, mais ton pire souvenir en carrière? Bah, je pense que mon pire souvenir, c'était samedi, cette finale perdue. Parce qu'on a tellement survolé ce championnat suisse jusqu'à la première finale qu'on gagne 6-1 ou 7-1 contre cette même équipe de Glaris. On arrive samedi et peut-être je pense pas qu'on s'est vu trop beau parce qu'on a quand même bien joué. Mais peut-être qu'on était un peu trop sûr de nos acquis et puis du coup on s'est, en tout cas moi je me suis peut-être projeté un peu trop vite à aller faire ce championnat du monde, c'est cool, on va y arriver, on est la meilleure équipe. Et quand tu tombes de 25 étages comme ça après le match et que la saison se finit comme ça, c'est dur. C'était vraiment dur, surtout qu'il y avait la médaille olympique, les gens nous disaient ouais c'est pas grave mais quand même bravo. C'est des sentiments hyper bizarres et hyper désagréables. Mais voilà, actuellement je le prends avec philosophie. Je sais que ce sera pas facile les prochaines semaines. Mais je suis assez bien entouré et puis je vais faire en sorte de profiter quand même de ma vie et de ma médaille. Et puis pour l'instant, je dis que je regarderai le championnat du monde. Peut-être que je ne le regarderai pas vraiment, mais en tout cas, je vais suivre avec attention. Ouais, je serai au ski, c'est clair, s'il y a encore de la neige. Magnifique. Bah écoute, on arrive au bout de cette première grande partie. Non, mais pas première. De la grande partie. De la grande partie, mais il y a la deuxième partie maintenant. Non, mais la deuxième partie. C'est moi qui parle beaucoup. Non, bah c'est parfait. Et la deuxième partie, bah, je pense que tu l'as vu sur nos réseaux, on a proposé à la communauté de te soumettre des dilemmes, enfin des questions et des dilemmes. Okay. On va rentrer dans la partie dilemme de la communauté. Il y a 2-3 potes à moi qui ont raconté des conneries, c'est sûr. On verra. Mais pour commencer, t'es plutôt pierre rouge ou pierre jaune? Ça m'est un peu égal, mais je vais dire pierre rouge. Ouais, pierre rouge. Le maillot rouge suisse, c'est plus joli. C'est bon. Lancer une pierre ou balayer? Moi, je préfère balayer. S'il pouvait y avoir une carte joker pour que balayer, je serais trop chaud de laisser jouer mes 2 pierres à Benoît, par exemple. Je pense qu'on gagnerait plus de matchs. Tu vois, la fameuse règle dont on parlait plus tôt, il faut mettre ça. C'est la carte joker. T'es plutôt LS ou LHC? Quand même LS, mais mes premiers amours étaient quand même au LHC. Quand j'étais très petit, j'allais voir les matchs à Malais. C'est 51-49. Et puis, ouais, je suis plus LS parce que je vais voir plus de matchs, mais j'ai un grand respect pour ce qui est fait au LHC ces derniers temps. Gagner un titre mondial ou une 2e médaille olympique? Titre mondial quand même. Le titre mondial, c'est tu gagnes. Médaille olympique, c'est bon, on l'a déjà vu. Casser son balai ou glisser sur la glace? Non, casser le balai, parce que tu fais quelque chose. Si tu glisses, et Dieu sait que je glisse beaucoup, si tu glisses, c'est juste que tu as perdu ton équilibre. Si tu casses le balai, au moins, tu fais des millions de vues sur Insta. Au moins, c'est cool. Shuffleboard ou pétanque? Plutôt pétanque, parce que je pense que je serais pas du tout à l'aise sur un shuffleboard. J'ai jamais essayé. Donc, Sérieux? Non. Faut y remédier, ça. Il faut que j'essaye, mais ouais, plutôt pétanque, petit pastis aussi. Pourquoi pas. Ça tombe bien, la question d'après, c'est pastis ou pétanque? Pastis. Hein. Ricard. Ah. CC Glaris ou CC Constantin? CC Constantin. Ouais, légendaire. Trop bien. Être incognito ou être paparazzi? Incognito, c'est plus cool. Je connais 2-3 athlètes qui se font reconnaître souvent. Je pense que c'est quand même un peu moins fun. Match tactique serré ou démonstration 9-1?
Démonstration, clairement. C'est largement plus fun. Le show. Ouais, oui, tu parles avec les spectateurs, tu fais des danses et tout. Non, mais Sven et moi, on aime bien les démonstrations. Après, on raconte des conneries, donc on préfère ça, ouais. C'est bon. Que les gens se souviennent de toi pour ton palmarès ou pour ta personnalité? Je crois plutôt pour la personnalité, parce que j'essaye d'être sympa tout le temps, j'essaye d'être un peu rigolo. Au final, le palmarès, j'ai beau être 17 fois champion du monde, si je suis un salaud, ça va pas m'apporter grand-chose dans ma vie. Donc je préfère être sympa, et puis j'espère que les gens se rappelleront de moi comme ça. Un max d'ambiance à plus entendre tes collègues ou alors un silence de cathédrale? Non, un max d'ambiance, c'est beaucoup plus fun. Puis des fois, c'est bien de pas les entendre aussi. Voilà, il y aura peut-être un déçu. Yannick, 2 déçus. Sven ou Benoît? Je peux pas choisir la fameuse carte joker, mais si je dois absolument en choisir un, je choisirais Sven parce qu'on est toujours ensemble sur la glace. Mais les trois, on s'entend ultra bien, il n'y a pas de préférence. Et enfin, Clara ou Marco? Ah, ça je peux pas dire. Ça c'est la fameuse carte joker. Ah, la deuxième carte joker. Voilà. T'as bien fait de pas l'utiliser avant, hein, t'as Bah oui. failli. Ouais, j'ai Là, ça serait presque pas fait. passé. Non, j'ai pas le droit. Les deux se sont invités gentiment chez moi, donc ça va. Ils étaient les deux sympas. Je peux pas dire. Bah, magnifique, tant mieux, merci beaucoup. Et Merci. dernière chose, t'aimerais qu'on aille s'asseoir sur le canapé de qui pour le prochain épisode? Laisse-moi réfléchir. On veut un nom et si possible un numéro, mais bon, si on... Ok, tu sais On quoi, prend déjà un nom. J'ai un nom, mais ce sera pas le prochain épisode parce que vous avez déjà fait du sprint, mais allez voir Félix Svensson. C'est le mec le plus fun que je connais. C'est un athlète beaucoup trop drôle. Allez voir ce mec, Donc vous serez pas on déçus. a spécialité clown maintenant. Ouais, non, mais aussi, et aussi il a des bonnes anecdotes et c'est un monstre. Hein. Il faut... Ok. D'abord, c'est un très bon athlète. Et puis vous lui demanderez de danser aussi comme ça. Oh, très bien. Sur le canapé, ça va être... Non, mais c'est un bon ami à moi et puis je crois qu'il pourrait... Vous aurez du pain sur la planche avec lui, ça c'est sûr. Magnifique, bon, bah, c'est très bien. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, je sais pas, un message à faire passer? Non, je crois que j'ai déjà tout dit, j'ai déjà trop dit. Mais merci d'avoir suivi le canap, mon canap. Et puis rendez-vous pour un prochain épisode bientôt. Merci beaucoup. Yes, Ciao, merci, à beaucoup, bientôt. plus.